98 FM, place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient-Ferré. Non, il m'écoute pas. C'est Manu qui a dit ça. But! Oh, le but exceptionnel encore une fois! Pedro Miguel Barletta! Nanterre, un club qui était en dernière division de département il y a quelques années, qui est champion de France. Donc affaire à suivre, tout simplement, affaire à suivre. Allez à nous, celle-là! Les mecs de Paris sont balèzes! Ils sont balèzes, les mecs de Paris! Marie, je vais couper les micros. Attention! Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit! Quand tu fais un tournoi, peu importe, t'en peux aller jusqu'au bout. Les supportristes ont renoncé à faire du shopping en ce samedi après-midi pour venir encourager. Les Parisiens sont heureuses. Oui, vraiment. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ah oui, génial. Les mecs, ils sont quand même derniers au fond du fait-tout, voilà. Allez, mon petit bonhomme! Oui, mon petit bonhomme, bravo! Et puis comme dirait l'autre, après avoir vécu une saison comme ça, on peut mourir tranquille en tout cas. Pas encore, le plus tard possible. Non, laisse-moi terminer. Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur IDFM 98 FM et on est heureux ce soir de vous retrouver en direct sur votre fréquence préférée 98.00 FM comme chaque semaine, comme chaque dimanche entre 21h30 et 23h. Ce soir on est surtout heureux parce que oui, nous sommes champions du monde de handball les amis, champions du monde de handball pour la 5e fois et bien entendu le début de cette émission y sera très largement consacré. Justement on va vous présenter un petit peu l'équipe qui va nous accompagner pour ce nouveau numéro et on va commencer avec Monsieur Eddy Amari. Eddy, une humeur très positive ce soir. Bonsoir Manu, comment ça va? Bonsoir à tous et bonsoir la France, hein, champion du monde. Exactement, champion du monde les mecs. Non, on va faire une belle chronique sur le sport français qui se porte plutôt pas mal. Exactement, ce sera ton cri de cœur, ton coup de cœur bien sûr de cette soirée. Également avec nous Florian Fournier, vous en avez pris l'habitude, le petit nouveau pour cette nouvelle saison. Avec lui on va bien sûr parler également, parce que c'est un grand spécialiste de beaucoup de sports, sport de combat, mais également de sport US et vous le savez, il y a le Super Bowl qui va commencer également ce soir. On va en parler dans cette émission. Salut Flo. Salut Manu, salut à tous. Et oui, ce soir on va pas dormir cette nuit. Non. C'est nuit blanche assurée pour tout le monde. On va voir qu'on est déjà fatigué. On a déjà eu un week-end de sport éprouvant, voilà. Mais c'est pas fini. Le clou du spectacle c'est ce soir à partir de minuit. C'est ça Flo? Ça commence, les prises d'antenne sont à 23h30 et le match va démarrer vers 1h du matin. Vers 1h du matin, voilà. Restez bien sûr à l'écoute. On va tout vous expliquer sur le Super Bowl, surtout si vous n'y connaissez rien. C'est l'occasion d'apprendre des choses ce soir. Monsieur Linden Lutello, il est de retour également avec son humeur Twitter. Monsieur Linden Lutello, comment ça va? Ça va et toi Manu? Ça va, ça fait plaisir de vous retrouver les amis. Je vous écoutais dans le train là dimanche dernier et il y avait un truc qui me démangeait là. Je voulais rentrer en studio pour participer à cette émission. Je suis vraiment content de vous retrouver. Linden, la chronique Twitter, il va y avoir des trucs marrants je crois encore une fois ce soir. Ça va être pas mal. Chronique Twitter, on a eu une bonne semaine agitée, donc il s'est passé plein de choses sur Twitter. Donc en plus, puisque tu me l'avais en avance, on va en profiter. Il y aura une belle chronique Twitter, mais ça sera pas que, il y aura pas que ça. Parce que le sommaire. Excuse-moi, le sommaire, tout à fait. Faut juste que je retrouve mon tout petit jingle. Tes habitudes, Manu. C'est les habitudes. Le sommaire tout de suite de cette nouvelle émission en ce 1er février 2015. Alors mon petit Linden, de quoi on va parler ce soir? Mon Dieu, on est en février et tu viens de me dire 1er février 2015. Ça fait mal, désolé les amis. On avance. On va commencer, comme tu disais, on est champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Même pas une petite musique, 5 étoiles. Ça va venir les gars, ça va venir. 5 étoiles et pourtant on n'avait pas vu de pub Adidas, tu sais, comme ils faisaient en 2006 pour l'équipe de France de football. Non, c'était en 2002. C'était en 2002. La deuxième étoile. Ah oui, la deuxième avec Barthez. 2002. Ah oui, en effet, t'as raison. Dans la piscine. En tout cas, voilà, on a un peu le Brésil du handball. Donc félicitations handball. Donc on va revenir sur ça et on va avoir comme invité le gardien de Dunkerque, Vincent Gérard. Exactement. Donc, qui va nous donner son avis donc sur la finale de la Coupe du Monde de handball. Ensuite, on aura le journal des sports exceptionnellement qui sera fait par Emmanuel Moine. Exactement. J'ai trop la dalle cette semaine. J'ai trop la dalle les gars. Ensuite, on va rester sur l'actu football. On va parler de la CAN. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations éclaboussée par les affaires. En effet, le tirage au sort avec la Guinée qui passe. Et surtout, l'arbitrage en défaveur de la Tunisie. Quel match. On en parle partout. Il y a même eu un hashtag Je suis tunisien. Et pour parler seulement de la Coupe d'Afrique, on aura comme invité Mansour Loum, donc spécialiste du foot africain chez Africa Foot. Ensuite, on aura droit
à mon ami, l'humeur d'Eddy. Exactement. Ah, mon compère de vacances. Ça, on aime bien ça. Je suis plus que ça, Linden. Je suis plus qu'un compère de vacances. Plus qu'un compère de vacances, c'est vrai. Depuis 10 ans qu'on se connaît quand même. Quand même, c'est vrai. Ton numéro 10 préféré à Lioré Delmar. Et donc, comme on disait, on va parler de la bonne santé du sport français. Ensuite, si on a le temps, parce que des fois, on déborde, c'est vrai, ça arrive. Excusez-nous. Malheureusement, ça arrive. Et on va faire un focus tennis pour parler de Djoko, du mental de Djokovic. Exactement. Et comme tu disais, pour finir, grâce à Flo, on va faire un focus Super Bowl. Le Super Bowl, bien sûr, à suivre ce soir, mon cher Linden. Bien sûr, en fil rouge. Exactement, le fil rouge, le match qu'on va suivre aujourd'hui. Je te propose d'ailleurs que on te retrouve du côté du Stade Louis II où tu es très tranquillement assis. Tu vas nous détailler un petit peu tout ça. Monaco qui accueille actuellement l'Olympique Lyonnais. Dis-nous tout. Et oui, toujours 0-0. Faut que je vais te retrouver la minute de jeu tout de suite parce qu'elle est plus affichée. Mais alors, en ce qui concerne la domination territoriale, elle est quand même beaucoup pour l'Olympique Lyonnais. Quelques occasions à signaler. Une grosse occasion pour Nabil Fekir face à Subasic. Un poteau de Berbatov de la tête, donc Lyon a eu beaucoup de mal. Et une petite nouveauté, un beau coup franc de Tolisso qui a failli, je sais pas d'où il a appris à tirer les coups francs. C'était un petit peu Zuninesque, une petite technique à la Grenier. Donc un nouveau tireur de coup franc à Lyon, Tolisso. Ça reste quand même un bon match, le collectif lyonnais, parce qu'on pensait que Lyon n'allait pas tenir face à Monaco. Ça tient et ça domine. Et on est donc à la 32e minute et Lyon et Monaco sont toujours à 0-0. Amis supporters lyonnais, si Linden Lutello a le sourire comme là en ce moment, c'est que les choses commencent à bien se présenter pour l'Olympique Lyonnais. Également un autre fil rouge, les amis. Par contre, juste, il y a autant d'ambiance que ça à Monaco d'habitude. C'est chaque semaine, on est étonnés, on est nous-mêmes étonnés. C'est la deuxième fois qu'on envoie un duplex du côté de Monaco. Je peux vous dire qu'il y a une ambiance de feu, de fou. Les amis, autre fil rouge également pour cette très belle soirée qu'on va passer ensemble. La Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire est actuellement opposée à l'Algérie. Je vous propose qu'on fasse un petit point score, qu'on regarde où est-ce qu'on en est. On en était à 1-0. Est-ce que ça a évolué, mon cher Flo? Est-ce que tu as cette information? Non, toujours 1-0 pour la Côte d'Ivoire avec un but de Wilfried Bonny, la 26e. Là, ça vient de reprendre depuis 5 minutes en deuxième période. Donc, voilà. Pour l'instant, les Ivoiriens tiennent leur place pour la demi-finale de la compétition. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Attendons. Bon, c'est l'Italien qui dit ça. C'est l'Italien et Diamare qui nous dit ça. Oui, mon cher Linden. Pour rappel, donc pour participer à l'émission, numéro de téléphone 01 34 12 12 22. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à appeler. C'est gratuit, c'est fixe illimité. Appelez 01 34 12 12 22. Sinon, sur les réseaux sociaux, le Twitter IDFM Sport et suivez-nous sur notre Facebook IDFM Sport pour votre question. Et vous pouvez participer aussi en direct sur idfm98.fr. Exactement. Privilégiez, je sais pas quel moyen, mais en tout cas, vos messages sur idfm98.fr nous font chaud au cœur. Il y a le choix, et nous font plaisir et ça arrive directement. C'est la magie, bien sûr, du direct. On va également se retourner du côté de Paris. On va retrouver notre envoyé spécial Valentin Paris. S'il n'est pas avec nous, bien entendu, aujourd'hui, c'est une finale, on l'a dit. La France est championne du monde. C'est notre spécialiste hand. Mon cher Valentin, comment ça va? Valentin, est-ce qu'on a Valentin avec nous? Valentin. Il est parti, il est avant. Valentin 0-0. Hein. Ouais. C'est vrai, on en est à 0-0 et Valentin est parti. Écoutez, on le retrouvera bien entendu d'ici quelques instants. Je vous propose qu'on commence avec le journal des sports, pas concocté par Greg Drouillat. On le salue d'ailleurs, il reviendra dès la semaine prochaine, l'ami Greg Drouillat. En attendant, on vous détaille tous les résultats de cette journée. Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouillard. Et à la une de ce dimanche 1er février, en handball, les Bleus s'offrent une 5e étoile. Déjà champions d'Europe en 2014 au Danemark, les champions olympiques à Londres en 2012. Les hommes de Claude Onesta ont disposé du Qatar en finale 25-22. Les Bleus retrouvent leur couronne perdue face à l'Espagne il y a 2 ans. On vous détaille bien entendu tout ceci avec un focus spécial d'ici quelques instants. Du tennis également, et Novak Djokovic est adjugé, oui, voilà exactement, adjugé l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison. Au bout de 2h32 d'un bras de fer terrible, le Serbe a escamoté son adversaire, l'Écossais Andy Murray, en 4-7, 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. Djokovic s'est adjugé son 8e titre en Grand Chelem, son 5e Open d'Australie et rejoint le Tchèque Ivan Lendl ainsi que les Américains Jimmy Connors et André Agassi au palmarès bien entendu de ce très beau tournoi. Le football également avec la Ligue 1 et les résultats de cette 23e journée. En ce moment même, Linden vous fait vivre, Monaco accueille
accueille Lyon. Et IDFM, je vous le disais, vous permet de vivre cette rencontre en direct. Mais jetons un petit coup d'œil également aux autres résultats. Paris a disposé de Rennes vendredi 1-0. Samedi, Marseille a assuré l'essentiel face à Evian 1-0 également. Lorient-Montpellier et Metz-Nice 0-0. Match nul entre Nantes et Lille 1 partout. Toulouse se rassure en battant Reims 1-0. 1 partout également entre Lens et Bastia. Aujourd'hui, la surprise est venue de Caen qui a disposé de Saint-Etienne 1-0 et Bordeaux stagne les amis en concédant le nul face à Guingamp 1 partout. Il n'y a pas que la Ligue 1 puisque se déroule en ce moment même en Guinée équatoriale la Coupe d'Afrique des Nations. En quart de finale, le Ghana s'est imposé facilement face à la Guinée 3-0. On aura donc le droit à une demi on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Si, il y en a une qu'on connaît. Oui, bien sûr. Ghana contre Guinée équatoriale. Ça, on est sûr. Non. Pourquoi? Si, excuse-moi. Si, on est d'accord. Oui, Ghana contre Guinée équatoriale, voilà. Et bien entendu, actuellement, le match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Et ça a avancé, les amis. Vous pouvez nous annoncer la bonne nouvelle, mon cher Flo? Un partout, l'Algérie. Donc c'est Soudani qui a égalisé pour les Algériens. Voilà, ça relance totalement le match. Il reste une grosse demi-heure à jouer, donc ça risque d'être. Je vous l'ai dit, c'était pas terminé. Chaud, mais bon, entre les deux équipes. Je voudrais dire, faudrait pas que l'Algérie passe, mais pour une seule raison, parce que si un Algérie-RDC avec Eddie Amari, on risque de plus s'entendre. Ça va faire un peu comme le Belgique-Algérie. Il fut quelques temps. Je me rappelle que quelqu'un s'était enfui en scooter d'un appartement, photo à la pluie, avec un drapeau. Allez sur les réseaux sociaux, IDFM Sport, vous allez le reconnaître, notre Italien, Eddie Amari, le vainqueur bien sûr du quart de finale, entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, retrouvera la République démocratique du Congo, comme tu viens de le dire, mon cher Linden, dans l'autre demi-finale. Un mot de rugby également, du top 14, battu à domicile par Oyonnax 13-15. Le Stade français est un leader fragilisé par le succès notamment de Toulon, 24-17 contre Bayonne. Le Stade toulousain, vainqueur de Castres, est de retour dans le top 6. En cyclisme également, on n'en parle pas souvent du cyclisme, et le néerlandais Pim Lingart a profité du vent fatal aux punchers et aux grimpeurs pour remporter au sprint le Grand Prix La Marseillaise. Première manche de la Coupe de France ce dimanche. À noter que Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, enlève lui son premier titre mondial à 20 ans. C'était du côté de Tabor en République tchèque. Il s'agissait bien sûr des championnats du monde de cyclocross. Mon cher Flo, tu voulais réagir? Eh bah oui, Pauline Ferrand-Prévot est devenue championne du monde de cyclocross aussi. Également, tout à fait. Et elle est championne du monde sur route, donc ça fait, elle a déjà 2 titres à son actif. Il ne manquerait plus qu'elle se mette à la piste, et puis elle serait peut-être la figure incontestée du sport féminin français. Grosse saison, on le rappelle, voilà, pour la jeune fille. Est-ce que tu as des nouvelles d'ailleurs d'une petite, je sais que tu as invité il n'y a pas très très longtemps sur une autre émission Elle concurrente. est partie au Qatar pour... tu peux nous rappeler son nom? Roxane Fournier. Exactement. Elle est partie au Qatar pour une course là avec l'équipe de France, donc elle sera de retour après pour le championnat du monde sur piste en février. Eh bien écoutez, voilà, c'est une très belle histoire. On aura l'occasion de rentrer dans les détails quand l'actualité sportive sera un petit peu plus moins chargée, en tout cas pour vous parler de ce bel idylle. Oui, on peut le dire. Voilà, on peut le dire. N'hésitez pas à tweeter, bien entendu, idfm98.fr, un premier message de Romano. SM Caen est sur la voie ferrée du maintien. C'est le roi du calembour, notre ami Romano qu'on aime tant. Faut qu'on trouve son jingle à Romano. Ouais, on va lui préparer un jingle. On a une idée, Romano. Prépare-toi, on a une idée de jingle. Ça va peut-être même arriver en deuxième partie d'émission. Je sais pas. S'il est aussi chaud que ça, je pense que ça va arriver en deuxième partie d'émission. Les amis, la petite suggestion Cinoche. Je sais pas si vous avez quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. C'est un joli jeu de mots. C'est À vie l'arbitre. C'est voilà, pour prendre le contre-pied de À mort l'arbitre, ce célèbre film qui date bien sûr des années 80, avec notamment Patrick Devers, il me semble. C'est un petit film institutionnel qui a été réalisé par La Poste. Alors vous allez me dire, oui, c'est un film sponsorisé, c'est pas forcément très intéressant. Malheureusement pour vous, si, puisqu'ils suivent en fait un arbitre de rugby, un arbitre de football, un arbitre également de basket et un de handball, il me semble. Des arbitres tous amateurs, et je peux vous dire que ce petit sujet a été très 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 bien réalisé. Vous pouvez le trouver gratuitement un petit peu partout, et notamment sur internet. L'arbitrage, bien sûr, c'est toujours un sujet qui nous intéresse sur IDFM Sport. D'ailleurs, il y a peu de défenseurs de l'arbitrage vidéo autour de ce plateau et de cette émission. On aime bien le charme justement des petites erreurs de l'arbitre. Voilà, je vous conseille d'aller voir tout ça parce que c'est vrai qu'au niveau amateur, on oublie parfois comment la tâche justement des arbitres est parfois compliquée. Vous avez vu autre chose, les amis, au niveau
niveau des petits reportages, des petites choses là cette semaine? Il y a quelque chose qui vous a... Un très bon intérieur sport sur l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Je l'ai vu d'ailleurs la semaine dernière, ils l'ont rediffusé pour les 24 heures du sport féminin. Très très intéressant. Très intéressant. Tu peux nous détailler un petit peu d'ailleurs ce qui se passe dedans? Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'attitude de Farid Benstiti, le coach du Paris Saint-Germain, qui décortique tout. Sûr, ouais. Et c'est très étonnant. Le coach de du Paris Saint-Germain, l'ancien coach de l'OL, donc qui a été engagé par les dirigeants parisiens, et les dirigeants parisiens qui ont à cœur d'avoir une grosse équipe féminine, un petit peu comme Lyon. Donc on a sur l'intérieur et surtout sur la préparation du 8e de finale, c'était ça, exactement, de Ligue des Champions, la double confrontation face à Lyon, de très belles images, et ce qui prouve que le sport féminin et surtout le football féminin se professionnalise. Ce qui est incroyable dans ce reportage, et d'ailleurs on le voit, c'est vraiment l'attitude de Farid Benstiti qui fait vraiment des stats sur tout et qui décortique tout. Je sais pas si ce discours, est-ce que vous pensez que ce discours peut vraiment tenir et être écouté par des joueurs ou joueuses, d'ailleurs. Par des joueurs ou joueuses. Oui, quand on a un tel passionné, je conseille vraiment à tout le monde de regarder cet épisode-là d'Intérieur Sport. On sent vraiment le discours d'un passionné, d'un homme qui travaille son sujet et qui connaît son sujet. Oui, exactement. Bien dit, mon cher Eddy. On va tout de suite, avant de lancer bien sûr notre premier sujet de cette soirée, faire un petit point justement sur Monaco Olympique Lyonnais avec l'ami Linden Lutello du côté du stade Louis II. Alors, où est-ce qu'on en est, mon cher Linden? Ne me donne pas tout de suite la réponse, parce que je crois qu'on a un petit souci de liaison. Ça y est, on t'a retrouvé, mon cher Linden. Dis-nous tout. Toujours 0-0. Toujours 0-0, 43e minute. Alors, un match où il y a beaucoup de coups. Bisevac qui souffre, Ragui qui est sorti et qui a été remplacé par Ricardo Carvalho suite à une blessure. Attention, côté blessure, Yohan Gourcuff a pris une légère béquille, mais pour l'instant il est encore là. Et c'est toujours au niveau territorial, c'est l'Olympique Lyonnais qui domine, mais encore. Dis-nous Flo, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'étais inquiet pour Gourcuff, mais tant qu'il va bien, il a encore la légère béquille. Voilà, on voit Ragui qui rentre au vestiaire parce qu'il a pris une grosse béquille. Donc c'est Carvalho, pour rappel, qui l'a remplacé. Bizarre, je pensais qu'il était titulaire, Carvalho. Moi aussi, pareil. Et pour l'instant, l'Olympique Lyonnais fait un peu tourner pour finir cette mi-temps. Donc c'est un bon 0-0 pour le moment. Toujours, voilà, c'est un bon. Il y a du bon spectacle. Mais c'est intéressant. On peut avoir des bons 0-0. Pour une fois qu'on peut tous le regarder, faisons-nous plaisir. Donc il y a 0-0, mais ça va se terminer d'ici 2 minutes. Je te fais signe à la mi-temps. Bien entendu, mon cher Linden, tu te préviens dès qu'il se passe quelque chose. Mon cher Flo, également un dernier point avant de passer au handball sur ce qui se passe du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Dis-nous tout, entre la Côte d'Ivoire bien entendu et l'Algérie. Il y avait un partout tout à l'heure, il nous restait une demi-heure de jeu. Fais-nous un petit point score, dis-nous ce qui se passe du côté de la Guinée équatoriale. Toujours un partout entre les deux équipes. Voilà, il nous reste maintenant... Voilà, il reste 25 minutes de jeu. Ça s'est équilibré par contre au niveau de la possession. L'Algérie dominait nettement. Là, depuis l'égalisation, la Côte d'Ivoire a dû remettre le pied sur le ballon. Mais les Algériens quand même dominent au niveau des tirs, que ce soit des tirs au but ou des tirs cadrés. Donc voilà, ça risque d'être assez passionnant et assez chaud comme les autres quarts de finale qu'on a pu avoir depuis le début de cette CAN. Exactement, c'est vrai, ça a été très serré en tout cas depuis le début de cette compétition. Vous avez remarqué que l'ambiance a l'air d'être sensiblement la même du côté du stade Louis II et du côté bien sûr de la Guinée équatoriale. On va se retourner vers les messages également idfm98.fr. Romano qui nous dit: hier à Metz la neige se ramassait à la Puelle. Bravo. Alors là voilà, le jingle va être fait là. On va faire une petite pause musicale, on va te préparer un petit jingle. Romano qui rajoute: Algérie Côte d'Ivoire, c'est Lorient-Sochaux. Tu vas pas te faire que des amis, mon cher Romano, et surtout pas Eddy Amari en tant qu'ami, bien entendu. Les amis, on va tout de suite lancer notre premier débat. On est champion du monde pour la 5e fois. Il s'agit bien sûr de handball. Vous le savez, les hommes de Claude Onesta qui ont remporté, on l'a dit, leur 5e titre. Et on va écouter tout de suite Mickaël Guigou qui réagissait juste après la victoire face au Qatar. C'était il y a quelques heures. Voici ce qu'il en disait, Mickaël Guigou. La joie, du soulagement. On est très heureux encore une fois d'avoir réussi à faire cet exploit. Champion du monde pour la 5e fois. Tu as vécu beaucoup d'aventures. C'est particulier cette année, il y a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe cette année? C'est qu'on est resté concentré malgré tout ce qui s'est passé au premier tour. Le match contre l'Espagne qui a été très difficile, surtout la deuxième mi-temps. Et voilà, ce soir c'était encore très serré, très accroché, indécis. Et malgré tout, on n'a rien lâché, on est resté encore concentré. Un peu d'inquiétude quand le Qatar est revenu en deuxième mi-temps à un but? Comme contre l'Espagne, pareil, ça se joue à des détails, ça se joue à rien et encore une fois on a réussi à l'emporter.
Les amis, la France détient tous les titres, champion d'Europe, champion olympique, champion du monde. Une finale pas si facile que ça, hein. On l'a dit, la Lusail Arena a été complètement bondée. L'hymne a été d'ailleurs... Lusail, ouais, je sais pas comment. Lusail, tu dis comment? Non, mais je sais, ça me fait penser à Luz, quoi. Ouais. C'est un peu bidon. Lusitanos, c'est ça que tu vois. Carrément. Tu vas pas te faire que des amis. Si tu veux travailler à Beansport, c'est fini, mon ami. Mais où est le respect? Où est le respect? Bien entendu. Vraiment une arène complètement bondée. Avec l'hymne a été plutôt vibrant. Et les Qatariens ont vraiment essayé d'imposer un jeu rugueux. Ils ont montré leur légitimité quand même dans cette compétition. Mais on reviendra bien entendu sur le cas qatarien. Je voulais faire un petit tour de table avant de faire intervenir le gardien bien sûr de Dunkerque, Vincent Girard, qui lui avait justement connu un titre champion d'Europe avec les experts. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale, les amis? Pas si facile que ça. Pas si facile que ça, mais moi je pense que les Français ne se sont pas fait peur dans cette compétition et surtout dans cette finale, hein. On a eu une finale bien gérée de la part des Français du début à la fin. Les Qataris ont fait une très belle compétition, contrairement à ce qu'on a pu dire, qu'ils étaient énormément avantagés par l'arbitrage, mais les Français ont fait un très beau mondial et n'ont pas spécialement été inquiétés dans cette finale. Je sais pas, messieurs, si vous avez été inquiétés. Vous êtes... le truc qui était un peu bizarre, c'est que tu te rappelles, il y a 2 semaines qu'on a commencé à parler des championnats du monde, on était hésitant par rapport à l'équipe de France. Tu vois, on se demandait s'ils pouvaient aller au bout, on avait des craintes. Et au final, dans toute la compétition, j'ai pas senti à un moment donné la France en danger. Et puis si tu regardes la compète, j'ai pas trouvé non plus une équipe qui pouvait peut-être les concurrencer. Alors qu'on en a fait tout un plat au début en disant non, la France ça va être compliqué. Là, j'ai pas trouvé vraiment une équipe qui pouvait. Puis quand on voit que c'est le Qatar qui va en finale, on peut se poser des questions de savoir si vraiment la France pouvait être inquiétée. Les amis, quand même, moi je dis, on a été un peu inquiétés. Il y a déjà ce gardien, c'est Saric, c'est ça, qui a quand même fait de sacrés arrêts. Markovic qui met 7 buts, Fernandez qui a montré toute sa puissance. Rien que ça, quand même, les Français n'ont pas été très très sereins. Et je fais écho au tournant du match, la tentative de Al-Karbi qui part sur le poteau juste avant le but de Narcisse. On est à 3 minutes, de la fin du match. Ce match aurait pu se retourner. Moi j'ai trouvé les Français très sereins clairement. du début à la fin de ce match-là, de la finale, et surtout du début à la fin de la compétition. La compétition surtout, ouais. Dans la façon de gérer les matchs. Dans la façon de gérer les matchs, dans les coups où ils étaient moins bien, ils étaient à la hauteur de leur adversaire. C'était une Coupe du Monde gérée de A à Z de la meilleure manière qu'il le faut. Si tu prends entre la 10e et la 20e minute de jeu, tu vois, je crois qu'il y a 6 exclusions, il me semble, du côté qatarien, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Oui, non, t'as raison. 3 exclusions et 6 buts. Et c'est là que la France prend l'avantage et marque ses 6 buts d'avance. C'est vrai que ça leur donne un match confortable. Mais ce match se joue à ce moment-là. C'est le tournant du match. Non, pas forcément. Mais quand même, tu dois enfoncer le clou en fait. C'est là où la France. La France ne l'a pas fait à ce moment-là. Un petit péché, on va dire, un péché de gourmandise dans cette finale, c'est qu'à ce moment-là, ils auraient dû peut-être en mettre 1 ou 2 plus pour vraiment mettre le Qatar sous l'eau. Ils ont permis, parce qu'à la finale, on se trouve à la mi-temps à +3, alors qu'on était à plus 6. À plus 6 sur cette période-là. Si on a plus 5, plus 6 à la mi-temps, je pense qu'ils ne reviennent pas en début de deuxième. Mais bizarrement, quand ils sont revenus à 1 ou 2 buts, on sentait pas les Français énervés, on sentait pas les Français inquiets. Non, ils ont très bien géré. Ils ont été sereins, et je pense même que si le Qatar serait revenu à égalité, à vrai dire, je pense pas que la France aurait paniqué. Non, et je pense que vraiment, la pression aurait été sur le Qatar de se dire on peut peut-être battre la France. Et là, est-ce que le Qatar aurait été capable de gérer ça? Je suis pas sûr. Vous avez vu les Français paniquer pendant la compétition? Non, j'ai pas vu les Français paniquer pendant la compétition et même pas sur cette finale, ça c'est vrai. Ils sont irréprochables ces garçons-là, on l'a dit, on va pas commencer à les enfoncer alors qu'ils sont champions du monde pour une 5e fois. Oui, non, surtout pas. Mais quand même, je sais pas, je m'attendais à un écart plus important. De journaliste là, je m'attendais à tu veux nous vendre ce suspense là, c'est ça que tu cherches à nous vendre, Manu. Non, mais on a une grande équipe de France, profitons-en. Je pense que sur la fin de match quand même, les Qatariens ont réussi à faire leur retard et auraient pu nous embêter un petit peu plus. Je vous dis, c'est ce tir sur le poteau d'Al-Karbi qui aurait pu tout changer. Pour moi, les Français auraient aussi leur niveau de jeu et ça aurait été totalement différent. Les amis, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Vincent Girard, le gardien bien entendu de Dunkerque, meilleur gardien de la saison dernière, champion d'Europe avec les experts en 2014, champion de France en 2014 et en 2008, 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, rien que ça. Bonsoir Vincent, vous allez bien ? Bonsoir, ça va, merci. Merci beaucoup en tout cas de nous accorder du temps, alors qu'on l'a dit, le moment est historique bien sûr pour tout le handball français. Quel est votre avis, quel est votre regard sur ce match ? Je pense que le Qatar a beaucoup embêté la France. Je m'attendais pas à ce genre de match. Je pensais que les Français allaient dérouler. Quand ils ont pris l'avantage, notamment en première mi-temps, je pensais que ça allait un peu plus dérouler. Et je pense que notamment Saric a beaucoup embêté les Bleus et on n'est pas passé loin non plus de la correctionnelle, je trouve.
Ah et ben voilà, un expert en tout cas qui est donc d'accord avec moi, chers amis. Merci Bonsoir beaucoup. Vincent et Diamari. Mais vous pensez pas que les Français auraient tout simplement haussé leur niveau de jeu ? On est une équipe de France qui, dans ses temps forts, était loin au-dessus de son adversaire du soir, et dans ses temps faibles était presque à son niveau. Enfin moi j'ai trouvé ça pendant ce match-là. Je sais pas, on joue pas non plus à la PlayStation ou. Je pense que s'ils avaient pu leur mettre 10 buts comme ils ont fait aux autres, ils l'auraient fait. Après, effectivement, on les a pas vus paniquer parce qu'ils ont l'expérience de ce genre de match. Ils savaient que ça allait sans doute être difficile, mais si, moi je pense, je reviens même avant par rapport à ce que vous avez dit, c'est Memezevic ou Memisevic qui tire quand Meyer arrête le tir. Oui, tout à fait. Pour revenir à égalité ou pour revenir à -1, si celui-là il est dedans, c'est pas forcément le même match. Après, je pense que le Qatar voulait emmener les Français dans les 10 dernières minutes avec un score plus ou moins similaire pour pouvoir jouer ça sur un ou deux ballons. Ils y sont presque arrivés, mais ça a été une finale. Je pense que quasiment des matchs à élimination directe, ça a été vraiment le match le plus dur pour la France. Vincent, on a vu une équipe du Qatar très rugueuse, notamment en début de match face à la France. On avait vu un peu la même chose lors des poules. Je crois que c'était le deuxième match contre l'Égypte. Est-ce que c'est un petit peu la seule arme pour les équipes adverses, justement, pour essayer de déstabiliser cette équipe de France ? Bien sûr, quand on n'a pas forcément le même talent brut dans l'équipe, il faut trouver d'autres forces. Et donc évidemment, défendre agressif, défendre un peu plus haut, essayer de jeter toutes ses forces dans la bataille. C'est forcément une arme. Après, moi, je les ai trouvés moins agressifs que l'Égypte. J'ai trouvé qu'ils défendaient même plutôt bien avec leur numéro 3 égyptien. Ouais, on a perdu nous aussi. Mabrouk, exactement, ouais. Voilà, qui a pris 2 fois 2 au début, mais qui a fait une très bonne compétition. Mais effectivement, si on veut se battre d'égal à égal avec l'équipe de France, c'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres subterfuges, et je pense qu'effectivement hausser un peu le niveau d'agressivité, ça en fait partie. C'est quoi votre regard sur cette équipe du Qatar, Vincent ? Alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de trop parler handball. Si on en parle dans cette émission, on suit bien sûr le championnat de première division, on suit cette très belle compétition qui a été bien organisée du côté du Qatar. Mais vous, qui êtes dans le milieu justement du handball, quel regard on porte sur cette équipe du Qatar ? On l'a dit, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, avec énormément de joueurs naturalisés, qui arrivent aujourd'hui pour une finale de championnat du monde, qui est pas ridicule, qui a montré en tout cas sa légitimité, mais quand même, ça pose quand même quelques petits soucis sur le côté sportif, on va dire, pour le côté image d'une sélection nationale. Bien sûr, c'est clair que ça laisse une drôle de sensation. Après, comme j'ai pu le dire auparavant, le Qatar n'a enfreint aucune loi, aucune règle. Bien sûr, c'est ce qu'il faut répéter surtout. Ils ont joué avec les règles. Quand nous Français on voit Rory Cocotte, je crois que c'est qui joue avec le 15 de ou Peter De Villiers aussi. Voilà, on est moins prompt à s'offusquer. Ouais. Donc s'il y a un problème, c'est un problème de l'IHF. Voilà, c'est donc, ça. Effectivement, après, pour nous, pour jouer dans une équipe nationale, ça paraît logique de faire partie du pays, sauf que c'est pas ce que disent les règlements. Donc effectivement, c'est compliqué, c'est un débat. Je pense que il faudrait que l'IHF ait un débat un peu plus important sur les critères de sélection pour jouer dans une équipe nationale, pour pas que le sport perde de sa crédibilité. Et vous avez été approché, vous, par le Qatar ? Non, pas pour jouer, pour faire des tournois, la Coupe d'Asie ou les tournois des clubs, mais pas pour jouer en équipe nationale. Et si on vous l'avait proposé, vous auriez tenté l'expérience ou vous serez resté potentiellement membre de l'équipe de France ? Non, tout simplement parce que si on me demandait à l'heure actuelle, je répondrais non tout go, parce que de toute façon j'ai l'espoir de pouvoir appartenir à cette équipe de France et de pouvoir gagner titre avec l'équipe de France, avec mon pays. Après, comme j'ai pu le dire aussi plus tôt, pour beaucoup de ces joueurs, c'était la seule possibilité de jamais pouvoir jouer une grande compétition internationale et avoir un rôle à jouer dans cette compétition internationale. Donc c'est compliqué entre l'envie de pouvoir se frotter au plus haut niveau international et
la volonté d'appartenir à une nation, et c'était beau. Vous faites bien dire ça parce que c'était beau à voir. C'était la première fois que je voyais une finale d'une grande compétition avec les perdants qui étaient heureux à la fin. Ça a été vraiment entre guillemets une victoire pour eux, une victoire de leur projet. Tous ces joueurs naturalisés qui eux arrivaient, ont eu cette chance-là de jouer cette Coupe du Monde sous un autre maillot et arriver en finale, ça a été entre guillemets la concrétisation de leur projet et ça a été une grande fierté pour eux de jouer cette finale même s'ils l'ont perdue. Oui, bien sûr, je pense que si quand ils ont commencé cette aventure on leur avait dit vous finirez deuxième, je pense qu'ils auraient signé demain. Bien sûr. Il y a un joueur qui est tunisien, un égyptien, un syrien même je crois. Un français également. Oui, un français également, mais je veux dire c'est des joueurs qui ont réussi quasiment le plus haut résultat de l'histoire du sport de leur pays, sport collectif. Donc effectivement, c'est pour eux une grande réussite. Je pense que la déception devait être présente, mais je pense avoir vu même Saric très content 5 minutes après le coup de sifflet. Oui, on les a tous vus. Donc je pense qu'ils sont heureux parce que mine de rien, on pourra dire ce qu'on veut, mais ils ont quand même battu l'Allemagne et ils ont enchaîné en battant l'Allemagne et ensuite la Pologne, qui sont des grandes nations de handball. Donc ils ont quand même réussi à produire forcément un handball intéressant et je pense qu'ils sont heureux de leur prestation sur cette quinzaine. Vincent, excusez-moi, je perds ma voix. Vincent, un petit mot sur cette équipe de France quand même. Cette génération exceptionnelle, il en reste quelques-uns. On a cité Narcisse tout à l'heure, il reste également Jérôme Fernandez, il reste bien sûr Thierry Omeyer. C'est des garçons que vous côtoyez bien entendu au quotidien, au travers des clubs. Vous avez joué notamment à Montpellier. Il me semble que vous avez côtoyé également en équipe de France. Il y a également des jeunes qui sont venus se greffer à ce groupe. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'osmose aujourd'hui dans cette équipe de France. Il y a une vraie volonté de transmission, de passage de témoins en douceur. Il n'y a pas une volonté de garder, tout le monde garde la lumière à soi. Les anciens essaient de transmettre pour que cette équipe de France elle perdure. Et depuis 95 et depuis 2001, il y a quand même des résultats qui sont tous les 2 ans probants. Et c'est grâce à la formation française et à la volonté de cette équipe de perdurer dans l'histoire et de continuer à être performante. Et donc pas forcément avec les mêmes joueurs, mais il y a une transmission de témoins qui se fait au quotidien lorsqu'on est en stage. Le groupe France également dirigé par Claude Onesta. Claude Onesta a toujours prôné l'autogestion. Comment ça se passe réellement cette autogestion au sein du groupe? Comment elle se caractérise cette autogestion? Je pense que Claude a compris qu'il avait affaire aussi à entre guillemets des hommes. Je crois avoir lu qu'il disait que comment voulez-vous donner des ordres à des gens qui ont 2 enfants et qui éduquent eux-mêmes leurs enfants? Je pense que il faut comprendre à un moment qu'on est professionnel et on sait aussi gérer. Donc déjà au niveau de la gestion de la vie du groupe, il n'est pas nécessaire d'instaurer obligatoirement des horaires précis. Il y a un cadre de fonctionnement, mais chacun sait ce qui est bon pour lui et ce qui est pas bon pour lui. Donc il y a pas beaucoup, il y a moins ce côté un peu martial qu'il peut y avoir. On peut imaginer dans le sport collectif où on doit obéir à un chef et c'est beaucoup de tout le monde, les joueurs se connaissent eux-mêmes, donc ils savent ce qu'ils doivent faire. Et après dans l'aspect plus tactique, plus technique, il y a beaucoup plus d'échanges, de savoir le ressenti de chaque joueur par rapport à une situation pour pouvoir l'adapter et pour que tout le monde se sente à l'aise dans le projet. Vincent, une question plus personnelle. Vous comptez, il me semble, 16 sélections en équipe de France, c'est bien ça? Ouais, 16, 17, à peu près. Un truc dans le genre, ouais. Vous les comptez même pas. La suite pour vous, bien sûr, avec cette équipe de France. On imagine, il y a forcément un petit peu de déception de pas être avec les experts, de pas avoir vécu ça avec les Bleus du côté du Qatar. Thierry Omeyer, il est pas non plus éternel, on imagine. Est-ce que vous avez la volonté? Je rappelle que vous avez été élu meilleur gardien de la saison dernière. C'était pas la première fois d'ailleurs que vous aviez cette distinction. Votre objectif, clairement, c'est d'y revenir dans ce groupe France? Oui, bien sûr. Au final, j'y suis juste pas. Là, j'étais pour la dernière grande compétition. Là, j'étais pas pour le championnat du monde. Bien sûr, c'est un objectif. Il y a de la déception, mais je vois pas qui n'aurait pas de la déception. J'ai travaillé. On a repris le 26 décembre pour la préparation et au final, je suis rentré chez moi la veille de partir au Qatar. Donc
c'est forcément décevant dans ce sens-là. Donc l'objectif, ça va être d'y retourner pour pouvoir jouer un rôle, pour pouvoir montrer qu'on peut compter sur moi. J'essaie tout au long des dernières saisons d'être performant. On a été champion avec Dunkerque. Ça fait la 3e fois que je suis élu meilleur gardien du championnat. J'essaie d'être bon pour montrer qu'on pourra compter sur moi le temps voulu. Le cas échéant, pardon, mais donc on verra bien sûr, je suis encore plutôt jeune, j'ai bon espoir qu'un jour je pourrais avoir un rôle à jouer. Et puis il y a quand même deux grosses compétitions qui vont arriver dans des endroits assez privilégiés, les JO à Rio et puis les prochains championnats du monde qui seront en France à Paris, donc ce serait quand même très beau de pouvoir y participer et puis de les remporter. Oui, bien sûr. Je pense que en plus, quand on est l'équipe de France de handball, on ne dispute pas une compétition pour faire de la figuration. Donc, qui plus est en France, je pense que ça va être une compétition à laquelle il va valoir le coup de participer. Maintenant, c'est encore loin, 2017. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais bien sûr que ça reste toujours un objectif au quotidien. Vincent, oui, vas-y, Linden. Est-ce que vous pensez justement que cette Coupe du Monde, ce championnat du monde en France va augmenter l'engouement du handball au niveau de la population française? C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais par exemple, est-ce qu'un jour on peut espérer remplir les Champs-Élysées avec un titre de champion du monde? Je sais pas, parce que c'est compliqué, c'est pas le foot. Je pense que même le basket avec des superstars comme Tony Parker, quand ils ont été champions d'Europe, ça s'est pas fait. Il y a une dimension qui est différente dans l'affectif, dans l'émotion populaire avec le foot. Mais qu'est-ce qui manque alors? Parce qu'on a cette chance-là d'avoir une équipe de France qui gagne, on a un grand club parisien qui commence à monter en puissance, on a une bonne image auprès des Français. Qu'est-ce qui manque à ce sport pour être à la mode? Est-ce que c'est le football qui vampirise tout? Je sais pas, est-ce que c'est le football? Le foot, ça restera le foot. On a beau dire, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre tous les jours le niveau de Ligue 1, il est pas bon, l'équipe de France, ils sont pas bons, mais pourtant tout le monde regarde le foot, tout le monde suit, donc le foot reste vraiment un cas à part. C'est le sport mondial. Je pense qu'il faut pas essayer de copier ou être jaloux du foot parce que c'est un cran au-dessus. Le handball fait tout par ses performances pour être populaire. Je crois voir à travers les sondages que c'est un sport populaire. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour que une grande chaîne nationale le diffuse en clair avant les demi-finales? Je sais pas. Peut-être que c'est quelque chose qui nous échappe. Nous sportifs, nous handballeurs, on n'est pas en haut lieu. On véhicule une bonne image. Moi, je pense qu'il y a tout pour réussir. Maintenant, peut-être que quelque chose nous échappe et on ne peut pas saisir tous les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Et Vincent, on le disait tout à l'heure, la France, contrairement à d'autres mondiaux, ne s'est pas vraiment mis dans le rouge dans cette compétition-là. Et quand on associe à ça le parcours du Qatar qui arrive jusqu'en finale, est-ce qu'on peut dire que le niveau du plateau mondial de handball a baissé de niveau? Je sais pas, j'ai regardé pas mal de matchs. Globalement, il y a ce qu'on peut appeler les 4 meilleurs, Big Four, comme on fait l'analogie avec le tennis, avec la France, le Danemark, la Croatie, l'Espagne. Après, il faut savoir que le niveau des compétitions en club est de plus en plus élevé, le nombre de matchs est de plus en plus élevé. Là, on arrive en fin de compétition, les joueurs ont joué un match tous les 2 jours pendant 15 jours. Ils ont commencé leur championnat début septembre en jouant tous les 3 jours. C'est vrai qu'il y a peut-être une fatigue qui s'instaure et que les plus beaux matchs, c'est pas forcément ceux auxquels on s'attend. J'ai vu un Russie-Allemagne en début de compétition qui était d'un niveau exceptionnel. Les joueurs avaient encore du gaz, étaient encore en forme. C'est compliqué, c'est compliqué, mais on ne peut que dire aux gens de regarder la Ligue des Champions. Et il y a des matchs à haute intensité tous les week-ends à la télé. Vincent, ce sera la dernière question. On l'a dit, vous avez participé au Sacre, le championnat d'Europe, c'était l'an dernier avec cette équipe de France. Cette équipe de France, elle dégage une certaine sympathie parce qu'à chaque fois dans la victoire, on a aussi constaté que c'était des joyeux lurons, des sacrés fêtards d'ailleurs. On accueillait Bruno Martini il y a quelques semaines sur cette antenne qui nous confirmait bien sûr tout ceci. Sans trahir le secret du vestiaire, dites-nous un petit peu comment vous aviez fêté, le titre de champion d'Europe là, quelques heures
l'heure après cette finale. Comment ça se passe généralement ? C'était un peu compliqué parce que, pour tout vous dire, on était un peu dans un patelin un peu paumé. Donc, forcément, on avait trouvé un bar pour boire un coup. On avait bien fêté à ce moment-là, mais c'est surtout au moment du retour sur Paris où on peut plus faire la fête, plus profiter. Après, tout en sachant que 3 jours après, là, les joueurs, ils reprennent. Nous, les Français, on a la Coupe de France vendredi ou samedi, donc c'est toujours compliqué. Il faut savoir fêter. Il faut savoir aussi se dire qu'on a 6 mois qui nous attendent derrière, mais il y a toujours trouvé en France ou même au Qatar. Apparemment, je crois parce que j'ai compris, ils vont à l'ambassade. Oui, tout à fait. C'est plus compliqué, mais bon, n'importe où dans le monde, il y a toujours moyen de trouver un bar pour fêter ça entre nous. Bien sûr, bien entendu. Merci beaucoup Vincent Gérard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes bien sûr le gardien de Dunkerque, gardien international, puisque vous avez été sacré champion d'Europe avec cette équipe de France, avec les experts. Vincent, on vous souhaite qu'une seule chose, c'est bien sûr que vous soyez de la partie pour les prochaines compétitions et qu'on vous retrouve en équipe de France, bien entendu. On viendra vous embêter pour savoir comment vous allez fêter ça à l'avenir, bien entendu. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accordé du temps en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, c'était Vincent Girard, bien entendu, qui était avec nous. On va tout de suite retrouver, il me semble, c'est notre ami Valentin Paris. Valentin Paris, on va essayer de voir si on l'a réussi à le joindre. Valentin ? Non, Valentin ? Est-ce qu'on a Valentin ? Non, on n'a pas Valentin. On a un petit souci. Si Valentin peut nous rappeler, il va nous écouter. Qu'il nous rappelle et qu'il nous donne bien entendu son avis sur cette finale très brièvement, les amis, parce qu'il est déjà 22h11 et 22h11. Il est temps de faire un petit point score puisque ça a bougé au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, Flo. Et oui, ça a bougé. La Côte d'Ivoire a repris le dessus sur l'Algérie. 2-1, doublé de Wilfried Bony sur un coup franc de Yaya Touré. Il a déposé la balle sur la tête de Bony qui a converti l'occasion pour les Ivoiriens. Donc 2-1, il reste une grosse dizaine de minutes à jouer avec le temps additionnel. Ça sent bon pour la Côte d'Ivoire. Messieurs, on rappelle que lors d'une récente Coupe d'Afrique des Nations, les Algériens ont été menés 2 fois au score par les Ivoiriens avant de s'imposer 3-2. Voilà. On croise les doigts. Écoutez, c'est notre spécialiste. Il est spécialiste de l'équipe d'Algérie, notre ami Eddie Amari. Je veux bien le croire. En tout cas, il reste combien de temps, mon cher Flo ? Tu l'as dit tout à l'heure. Il reste 5 grosses minutes. 5 grosses minutes. Bien sûr, tu nous fais un petit signe s'il se passe quelque chose. On va également se retourner du côté du stade Louis II à Monaco, où Monaco accueille l'Olympique Lyonnais. Un coup franc très très chaud, mon cher Linden Lutello. Et on arrive au moment du but non, il a l'air d'être annulé. Alors on va voir tout de suite. Non, il est annulé. Donc il y avait une ouverture du score de Monaco à la 50e minute, mais qui a l'air d'être annulé pour une position de hors-jeu. Donc c'est confirmé, on est toujours à 0-0. On était donc à la mi-temps, et c'est terminé à 63% de possession pour l'Olympique Lyonnais. Gourcuff a failli sortir, Ghezal s'est chauffé, mais il est encore là, il est encore sur le terrain. Et l'entame, elle est plutôt monégasque. Ça fait depuis le retour, donc ça fait 5 minutes que Monaco pousse énormément, dont cette action où il y a eu le but hors-jeu. Alors Flanck, il n'y a pas hors-jeu pour toi. Je vois pas qui marque numéro 13. Il y a peut-être une petite main. Je sais pas s'il arrive à toucher le ballon, Linden. Nous, on regarde ça depuis nos images. Il touche le ballon, mais il n'y avait pas hors-jeu, je pense. Très difficile. Vraiment très difficile. C'est une décision que l'arbitre assumera lui-même, mais une décision assez difficile. On va dire que je vais pas m'en plaindre personnellement, mais Monaco revient très fort et l'Olympique Lyonnais a beaucoup de mal, donc attention, parce qu'ils ont fait une très bonne première mi-temps, Lyon, et je pense que à un moment ça devient difficile, ils vont peut-être laisser couler les brèches. On essaiera bien sûr de retrouver, merci Linden pour ce point score. Tu nous dis s'il se passe quelque chose bien sûr du côté de Louis II. On va essayer de retrouver notre envoyé spécial également, Valentin Paris, là, pour parler un petit peu handball un petit peu plus tard. Avant cela, on va se féliciter d'être français avec l'ami Eddie Amari, qui est décidément de bonne humeur aujourd'hui. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddie Amari. Torse bombé, tête haute, maillot bleu sur les épaules, nous pouvons être fiers de notre sport français.
quintuple champion du monde de handball, champion d'Europe de basket, vice-champion du monde de rugby. Teddy Riner au judo, excellent bilan lors des derniers championnats d'Europe de natation et d'athlétisme, et j'en passe. Alors pourquoi cette image de loser colle au basque du sport bleu-blanc-rouge? Je pense que c'est plus qu'un problème sportif, c'est un problème sociétal qu'il faut pointer du doigt pour trouver les causes de ce mal. Un problème sociétal qui veut que le sport reste cloisonné dans des stéréotypes nauséabonds. Un sportif en France reste qu'un con en sueur qui court en short. Aucune place n'est accordée au sport dans notre société, que ce soit à l'école, en entreprise ou dans les médias généralistes. Dans un pays frontalier comme l'Allemagne, par exemple, le sport est considéré comme un équilibre de vie. Il apporte le goût de l'effort, une hygiène de vie, le travail en équipe, toutes ces valeurs que nous rencontrons au quotidien. C'est pourquoi j'en appelle à une petite révolution, même à une grande révolution sociale ce soir, pour que le sport soit reconnu à sa juste valeur dans notre pays. Notre société doit assumer le fait qu'un grand sportif s'inscrit dans l'histoire de son pays et en devient, que l'on veuille ou non, un ambassadeur. Les générations futures doivent comprendre et grandir avec l'idée que le sport n'est pas qu'un simple hobby, mais un complément de vie. Il se joue au quotidien, du réveil au coucher, du chemin de l'école à celui du bureau, car seul ce changement de mentalité permettra de se former une mentalité de champion qui dépoussiérera l'idée qu'un sportif français perd toujours à la fin. Bravo mon cher Eddy Amari pour ce beau cri du cœur. Et pourtant, tu les as critiqués mon cher ami, les sportifs français, leur mental toujours un petit peu friable. C'est vrai, tu as raison de le signaler. On prend souvent le football comme baromètre en France pour dire si le sport français se porte bien. Le football et le tennis aussi. Exactement, le football et le tennis. Et c'est vrai que tu l'as rappelé, Teddy Riner, l'équipe de handball, l'équipe de basket également, on aurait pu en parler, la natation. Sébastien Loeb, Sébastien Ogier également en sport automobile. Tu fais bien de le rappeler mon cher Flo. Le sport français se porte mieux. Bien. En tout cas, l'athlétisme également, on aurait pu on va avoir un Euro de football chez nous. Exactement. On va organiser quelques belles compétitions. La Riders Cup également en golf, c'est plutôt intéressant. Votre avis, Linden et Flo, justement sur le sport français et la santé du sport français. Est-ce que quelque part ce succès du handball n'est pas également l'arbre qui cache la forêt? Parce que quelque part, les handballeurs, on les attendait. Ça fait quelques années qu'ils sont là. On le rappelle, 5 fois champions du monde. Ils ont tous les titres. Est-ce qu'on peut s'enthousiasmer de la santé du sport français après la victoire des handballeurs? Forcément qu'on peut s'enthousiasmer. De toute façon, si on s'enthousiasme pas d'un succès, déjà, c'est que on est assez étrange comme personne. Ouais, mais nous, on est journalistes aussi, les gars. On peut pas toujours s'enthousiasmer. Oui, mais c'est un succès. Un succès, il faut forcément le prendre positivement. Il faut s'en inspirer, il faut tirer les bons partis. Chaque sport différent, chaque sportif va sûrement s'inspirer de ce qu'a fait cette équipe de hand, puisqu'on va les voir partout, donc ça va donner envie à d'autres sportifs d'être aussi sur le devant de l'affiche. On a besoin de personnes, d'équipes qui tirent, ça va tirer pas seulement le hand, mais aussi le sport français vers le haut, puisque chaque compétiteur a envie d'être à leur place, à être sur le devant de la scène, dans le journal de 20h. Donc forcément, oui, c'est très positif d'avoir des équipes comme ça qui gagnent, et qui gagnent sur la durée. Ouais. Voilà, on n'est pas sur... on a eu, par exemple, cette équipe de foot, 98-2000, 2 ans à fond. Puis derrière... Ça fait plus de 10 ans qu'on est... Mais 2 ans dans le foot, c'était beaucoup déjà. Ouais, non, mais nous, on s'en félicite parce qu'on suit le sport. Mais en matière générale, en règle générale, partons... Si, parce que tu regardes, aujourd'hui, excuse-moi de te couper, aujourd'hui, on a eu, après on a fait sociétal, il y a un mois de janvier très compliqué avec les événements qu'on a eu, un rassemblement du peuple français, où on peut encore lire dans les journaux, on va commencer à avoir des statistiques, parce que tout le monde va nous sortir des chiffres à droite à gauche sur les personnes qui sont plus patriotes ou plus français. D'avoir tout de suite encore le sport qui vient rajouter une petite couche là-dessus, ça peut créer encore un autre déclic et appuyer justement ce mouvement qu'on a eu qui était en dehors du sport. Mais justement, les gens vont se sentir que, en France, on gagne, et qui plus est, en plus de ça, c'est bon. Faut pas faire de clichés, mais ça se joue au Qatar, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être faire des amalgames là-dessus. Mais mine de rien, ça va à ne pas faire, justement. Non, il faut pas les faire, bien sûr, mais c'est important. Moi, je vais suivre Flo et vous rappeler l'Espagne du début des années 2000 qui montrait justement son dynamisme. L'Espagne avait le plus beau taux de croissance à l'époque d'Europe. C'était le pays d'avenir. Et justement, le sport était utilisé pour montrer le dynamisme au sein du pays et également en dehors du pays, comme une politique de soft power. Tu voyais à l'époque, il me semble que c'est quand on était en Tour de France, t'as Sarkozy qui va voir Contador et puis qui lui dit putain, mais alors comment vous faites pour tout gagner, dites-nous.
tu vois que le sport, finalement, ça dépasse l'aspect sportif, et ça touche le monde entier, en fait. Oui, et puis c'est là qu'il y avait les polémiques. Rappelez-vous, à l'époque, en France, avec Yannick Noah qui parlait de dopage, etc. Exactement. C'était devenu des conflits nationaux entre la France et l'Espagne. C'était sorti du domaine sportif. C'était devenu, les Français sont jaloux des Espagnols, mais c'était vraiment le domaine national. Donc, une fois que les performances sportives sont au maximum, excusez-moi, je suis sur le match en même temps. Bien sûr. sont au maximum, forcément, il y a un impact fort sur le pays. Après, l'Espagne, c'est vrai qu'elle avait l'avantage d'être partout. Nous, par exemple, au tennis, on n'y est pas encore. Et le tennis, ça serait peut-être une plus-value. Je pense que voilà, si on aurait quelqu'un qui gagnerait Roland Garros, surtout en français, ça serait dans la même période qu'on est le championnat du monde de handball et qu'on est une équipe de France comme celle de football, comme celle qu'on a actuellement, qui fait des bonnes perfs, il y aura un engouement plus important au niveau des nations. Et vous parliez du Qatar tout à l'heure, il faut le dire, le sport est devenu une arme diplomatique, les amis, également. Oui. Ça coûte moins cher de monter une équipe de sport compétitive dans n'importe quel sport que d'acheter des missiles, que d'acheter des Falcons ou ce genre de choses. Et on se fait un petit peu plus respecté également dans le monde. Voilà pourquoi également IDFM consacre 1h30 de sport tous les dimanches soirs entre 21h30 et 23h. Les amis, on va tout de suite mettre le haut là. Merci beaucoup mon cher Idi Amari pour ce belle humeur. Oui, Linden Lutello. Je voulais juste donner une petite explication sur le but annulé de Monaco. Bien sûr. En fait... Alors attends, on va repartir du coup à Monaco si ça te va. Alors j'ai fouillé, j'ai cherché les infos. En fait, ce qui s'est passé, personne n'a touché le ballon et le but a été annulé par Benoît Mulot parce que c'était un coup franc indirect. D'accord. C'est vrai que personne n'a touché le ballon. Personne n'a touché le ballon, donc voilà. Donc c'est pas un but validé parce que c'était un coup franc indirect. Voilà. Et Lyon souffre énormément. C'est pour ça qu'il a un peu moins le sourire, notre ami Linden Lutello. Tu reviens vers nous, bien sûr, dans quelques instants. On ira faire un petit tour par la CAN. Juste après Valentin Paris qui va nous rejoindre, bien sûr, dans cette émission. Ça y est, on l'a retrouvé, notre spécialiste hand. Valentin, comment ça va ? Ça va très bien, et vous, l'équipe ? Eh ben, écoute, très très bien. Tu as suivi, j'imagine, comme nous, cette finale du championnat du monde. C'est quoi ton avis, très, très rapidement, très clairement ? J'ai eu très peur, comme beaucoup de Français, je crois. T'as eu peur, honnêtement, t'as eu peur. Après 40 minutes, j'ai eu très peur quand j'ai vu que l'arbitrage commençait à faire des siennes, à ne pas siffler des passages en force ou à siffler justement des passages en force un peu inexistants pour les Français. J'ai eu un petit peu peur, mais bon, on sent quand même qu'il y a une véritable... cette équipe de France est assez incroyable, quoi. Elle peut se sortir de n'importe quelle situation avec des joueurs comme Thierry Omeyer, qui n'a pas été exceptionnel ce soir, contrairement à sa demi-finale, mais qui a été solide, un petit peu comme l'équipe de France. Qui a été solide dans les moments délicats, comme on attend à chaque fois de la part de Thierry, donc c'est génial. Valentin, très rapidement, c'est qui les joueurs qui t'ont marqué du côté français, notamment sur cette compétition, si on devait en retenir quelques-uns? Moi, déjà Thierry, qui a été monstrueux. C'est lui qui nous emmène en finale. Je pense. Et puis, alors il y a eu Nico Karabatic qui a encore prouvé que c'était le meilleur joueur, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Mais quelqu'un d'autre, et ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est surtout Guillaume Joly, qui a un poste qui est excusez-moi de l'expression, mais c'est un poste assez bâtard qui rentre seulement pour les pénaltys. Et qui a loupé le premier. Mais qui a sur toute la compétition a été top et a fait preuve d'un état d'esprit génial. Puis petite pensée aussi à Samuel Enrobia, qui a malheureusement pas été qui a été sélectionné pour cette finale, mais qui était le 17e homme de Claude Modesta, qui a fait apparemment preuve d'un état d'esprit génial et d'un professionnalisme top niveau. Donc voilà, ça doit pas être facile pour lui, parce que de pas rentrer en jeu sur une Coupe du Monde, ça doit pas être facile. Quand on s'appelle en plus Samuel Enrobia et qu'on a été déjà champion du monde à 3 reprises, je crois. Valentin, je suis désolé, on a déjà beaucoup parlé de handball. Ça fait presque 1 heure qu'on parle de handball, bien sûr, sur IDFM Sport. Merci en tout cas de nous avoir apporté ton éclairage et ton avis, bien entendu, sur cette finale, sur cette équipe de France. Et on débriefera, bien entendu, tout cela. Et on t'attend, bien entendu, très rapidement sur ce studio. Salut Valentin. Retour. Salut. Bonne soirée à toi. Merci en tout cas pour l'appel à nouveau. Les amis, un petit message déjà. Romano nous a envoyé un message et on a le jingle. Je vous laisse le lire. Eddy, ça te fait plaisir. Romano, mieux vaut Qatar que jamais pour être optimiste sur le sport français. Voilà, tu
Tu as ton jingle, mon cher ami. Bienvenue sur IDFM Sport. On va faire également un petit point score parce qu'il me semble que c'est terminé du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, c'est terminé en Guinée puisque la Côte d'Ivoire s'impose 3-1 face à l'Algérie avec un but de Gervinho à la 94e, histoire de conclure magnifiquement ce quart de finale et d'enterrer Eddy pour ce soir. Donc, on l'avait dit, c'est très compliqué pour les équipes maghrébines de s'imposer en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire qui retrouvera donc la République démocratique du Congo en demi. Et la Côte d'Ivoire, plus que jamais, peut-être en passe pour une fois de remporter la CAN. Exactement. Sans Drogba. Exactement, sans Drogba. Ça serait plutôt terrible du côté des Ivoiriens. Là, voilà, une surprise, tu le disais, la malédiction des équipes d'Afrique du Nord en Afrique subsaharienne. C'est incroyable. C'est très compliqué, hein, le climat. On se met à transpirer des seaux d'eau au bout de 10 minutes de jeu. La nourriture, tout change. Je suis pas totalement d'accord. Au niveau du métabolisme, ça n'a rien à voir. Par rapport au climat, parce que beaucoup de joueurs jouent en Europe finalement. Donc pour moi, j'ai l'impression que sur les grosses équipes, ils partent sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, la différence entre un Yaya Touré et par exemple un Fegouli, elle n'y est pas au niveau du climat. Non, Yaya Touré, il a vécu plus de 10 ans au pays, il connaît quand même, il sait ce que c'est. Non, à un moment, tu sais, enfin, on va pas faire de débat sur la météo, etc. Mais non, mais c'est vrai. Ils savent ce que c'est, certes. Non, enfin. Et puis ils y retournent souvent avec leur sélection. Alors qu'un joueur comme Fegouli ou Brahimi, c'est la première fois, je pense, qu'il met les pieds au Guinée équatoriale. C'est peut-être même la première fois qu'il met. Enfin, c'est pas la première fois qu'il met les pieds en Afrique subsaharienne parce qu'il a joué des matchs là-bas, mais c'est différent dans la préparation. Eddy, je vais te poser une petite question parce que pendant la Coupe du Monde cet été, on vous l'avait fait vivre d'ailleurs en direct sur IDFM Sport, enfin sur IDFM 98 FM, c'était l'édition spéciale Coupe du Monde. On se rappelle que justement tu nous avais fait venir, beaucoup d'intervenants d'Algérie. À ton avis, c'est quoi le sentiment algérien ce soir après cette demi-finale? On annonçait les Fennecs comme les grands favoris de cette compétition. En fait, beaucoup de critiques autour de la méthode Christian Gourcuff. Les supporters algériens et les médias algériens ne comprennent pas pourquoi Christian Gourcuff est arrivé seulement 2 jours ou 3 jours avant le début de la compétition. Donc ça a été compliqué, on le disait, pour le métabolisme des joueurs algériens de s'habituer. On l'a vu lors du premier match de l'Algérie face à l'Afrique du Sud, ça a été laborieux, ça a été compliqué. Brahimi, qui n'est pas à son niveau, exactement, qui n'est que l'ombre de lui-même, à savoir est-ce qu'il se conserve, il se préserve pour son 8e de finale de Ligue des Champions avec Porto. Mais la méthode Gourcuff a été beaucoup critiquée par la presse algérienne, alors que les qualifications, pendant la phase de qualification, l'Algérie avait affiché un tout autre visage. Tu penses que c'est la fin de Gourcuff en Algérie? Je sais pas si c'est la fin de Gourcuff en Algérie, mais ça hypothétique. Avec le caractère qu'il a, ça va être compliqué de gérer les médias désormais, mais Vaïd avait eu tout autant de mal à gérer les médias et s'en était très bien sorti. Les amis, on va bien sûr parler de Cannes, ça sera un petit peu plus tard dans cette soirée. On revient à Paris, à Enghien, tout simplement dans les studios d'IDFM 98 FM pour parler de tennis. Oui, du tennis, parce que il y a un garçon qui s'appelle Novak Djokovic et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que Novak Djokovic n'est pas seul désormais sur le circuit? Est-ce que c'est pas lui? On parlait souvent des 4 fantastiques. Certes, il a battu Murray, personne n'aurait dit peut-être que Murray allait justement l'emporter, aller jusqu'en finale à l'Open d'Australie. Novak Djokovic, une victoire au mental, notamment lors de la demi-finale face à Wawrinka, tout à fait, et également quand même au mental. Non, tu me dis non, mon cher Flo, je te vais te laisser commencer. Bizarrement, Novak, pour tout dire, c'est pas un style de jeu que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on est tous des Roger Federer. Sans prendre parti, en étant vraiment neutre, c'est beaucoup de défense Djokovic et c'est pas le style que j'affectionne. Maintenant, je reconnais depuis très longtemps que, c'est vrai que tu viens de le dire, mentalement il est au-dessus. Bien sûr. Même pas que dans le tennis, c'est-à-dire que moi j'ai toujours trouvé qu'il avait un sang-froid et là où j'ai trouvé le plus impressionnant c'était dans sa finale face à l'Open d'Australie déjà. Face à Nadal, où quand il gagne le tournoi, à la fin il déchire son t-shirt tel Hulk Hogan. Voilà, c'est ça. Là il avait été très fort et là j'avais été vraiment impressionné. Et on a l'impression qu'il pourrait être mené 2-7-0, 5-0, 3 balles de match, que le gars, pour lui, il sait qu'il va gagner. Alors c'est impressionnant. Mais c'est ce qui fait la différence entre un champion. C'est ce qui fait la différence entre un champion comme Murray et un très grand champion. C'est le mental. Alors là, c'est ça. Pour l'instant, je suis pas d'accord parce que sur la demi-finale, par exemple, c'est la même chose, c'est le même physionomie de match. Et si tu regardes, c'est la même chose. C'est 4-7, 5-7, sur la demi-finale, avec le dernier set où l'autre explose. Mais si tu regardes vraiment la demi et la finale, c'est pas le mental qui fait la différence. Je pense que c'est l'expérience. T'as Wawrinka qui a gagné un grand chelem, qui était là pour confirmer.
Il devait confirmer son statut. Il arrive. Bah, mais moi, je te parlais de la différence mentale entre Murray et Djoko, pas celle avec Wawrinka. Mais même avec Wawrinka, l'expérience va être mentale quelque part. Murray, c'est 2 tournois du Grand Chelem, c'est 7 Masters, je crois. C'est pas le même joueur. Hein. Non, mais c'est même pas une question. Là, c'est pas la même expérience. C'est différent. C'est sur des. Tu regardes les mêmes points. Murray, là, c'est pareil, c'est 2 gros sets accrochés. Troisième set, il break d'entrée, ce que Wawrinka n'avait pas réussi à faire. Là, Murray break d'entrée, derrière il se retrouve, il perd 6-3 alors qu'il a déjà le break d'entrée. Normalement, à ce niveau-là, tu peux pas le perdre. Tu vois, c'est une mauvaise gestion. Alors, est-ce qu'il y avait un problème physique ou autre ? Après, faut dire que. Et après, tu prends une bulle derrière. Et après, faut dire que Djokovic aussi est très bon et très malin pour casser dans ses temps faibles. Ah, j'appelle le kiné, j'ai mal ici, j'ai mal là. Murray est plus fort que lui sur ce niveau-là. Et demande à Richard Gasquet, il s'en rappelle à Wimbledon il y a quelques années où Murray est très fort sur le bluff. Ce que je veux juste dire, c'est que là où Djokovic est fort, alors je sais pas si c'est Djokovic qui est fort ou si c'est les autres qui n'arrivent pas à l'enterrer. On l'a vu plusieurs fois avec des moments de faiblesse sur ce tournoi-là. Mais sur ces moments de faiblesse, les autres n'ont pas réussi à l'enterrer directement. C'est-à-dire que c'est comme si tu es là, tu veux mettre une mise à mort, par exemple en tauromachie, et t'arrives pas à tuer le taureau au bon moment. Tu vois. Et il faut y aller coûte que coûte. C'est-à-dire que tu peux pas lui laisser une once d'espoir quand tu sais que Djokovic a un mental comme le sien. Tu dois pas lui laisser ne serait-ce qu'un petit bout pour respirer. C'est-à-dire que tu vas lui couper tout oxygène. Mais mentalement, pour un adversaire, alors là on l'a bien vu hein, dans cette finale, on a fait un Djokovic qui a superbement couvert tout le terrain. Il a accroché la ligne sur plusieurs coups et c'est très compliqué psychologiquement pour son adversaire en face. Murray, il y a des balles qui pensaient qu'elles étaient mortes, mais finalement elles sont sur la ligne. C'est là ce que je disais, la différence entre un champion comme Murray et un très grand champion comme Djoko, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Les amis, on a parlé du mental de Djoko, je vous ai quand même posé une question. Qui pour aller chercher Djoko cette saison? On a vu Nadal vraiment pas au mieux. On a vu Federer sur la pente plutôt descendante. Ça c'est pareil. Sans être pro Federer, même si je l'assume complètement. Tu peux l'assumer. Voilà, on est pro le fait. Ce qu'il faut dire, c'est que Roger est passé à côté de son tournoi. Ça, voilà, c'est une faute professionnelle. Il ne doit jamais perdre ce match. Bref. Sur la suite, sur le circuit, à vrai dire, aujourd'hui, je pense que c'est le seul qui a l'ascendant psychologique sur Djokovic. Parce qu'en termes de confrontation directe, je crois qu'ils sont à autant de victoires, voire Roger a plus de victoires que Djoko. C'est le seul qui voilà, il a cet ascendant. Je pense que Djokovic a encore un peu trop de respect sur Federer. Et Wawrinka, mine de rien, maintenant qu'il a confirmé, dans le jeu, Wawrinka peut détruire Djokovic. Parce que dans la diagonale de revers, c'est le seul qui le tient et c'est le seul qui le fait changer en premier. C'est-à-dire que d'habitude, Djokovic ne change jamais, ne se décale jamais, ne change jamais de coup. Et là, tu regardes sur la demi-finale, c'est Wawrinka qui faisait changer Djokovic. Et ça, c'est très très important parce que en puissance, Djokovic n'arrive pas à déborder sur un des deux côtés, Wawrinka. Moi, ce qui me rend triste surtout, c'est qu'on a un Nadal qui est sur la pente descendante, on a un Federer. Il sera là. Dans 6 mois, il sera là. On a un Nadal qui est un Nadal qui est pas épargné par les blessures. On a un Federer qui joue avec la douleur depuis des années. On a un Federer qui est sur la pente descendante malheureusement. Et je me dis qu'on n'aura plus le droit à des grandes finales à Melbourne, comme par exemple celle de 2012. On a eu une finale exceptionnelle entre Nadal et Djoko qui étaient au top de leur forme à ce moment-là. C'est ce qui me rend triste. Il faut laisser Dimitrov faire son bout de chemin. Il est encore jeune, il a le jeu pour. Maintenant, mentalement, c'est vrai qu'il est encore un peu faible. Bon, après, il côtoie la grande Maria, donc forcément, il va prendre beaucoup d'expérience. Maria Sharapova, bien entendu, pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Voilà, donc il va forcément prendre. Comme on dit, il a l'utile à l'agréable, tu vois. Donc forcément, il est plutôt bien. Mais Murray, il a l'utile à l'agréable avec Mauresmo. Non, justement, tu vois, puisqu'il perd en finale. Alors même si Mauresmo a gagné l'Open d'Australie, voilà. Bon, après, j'espère qu'ils gagneront encore un. C'est pour y dire, désolé les gars, ça arrive un peu. J'espère qu'ils gagneront encore un tournoi, des grands tournois ensemble, parce que Murray est revenu très très fort. On l'attendait pas. Ça, c'est vrai qu'on l'attendait pas. On l'attendait pas à ce moment-là, à ce niveau-là et à ce moment-là de la saison. Il est revenu très fort. Et c'est bien pour le tennis. C'est bien pour le tennis, mais c'est pas bon pour les Français. Faut le rappeler, Murray. Parce qu'il faut dire ce qui est. Les Français, là, alors t'as le quatuor qui se reforme, t'as Wawrinka qui tape à la porte, t'as Berdych qui est là, qui confirme. Ferrer, il sera toujours là à en taquiner quelques-uns de temps en temps. Ça fait déjà 7 mecs. Ouais, mais c'est des mecs quand même qui sont sur le circuit depuis très longtemps. Ouais. Ferrer. T'as Dimitrov qui va venir encore en chatouiller quelques-uns. Ça va être compliqué pour les Français. Et un Raonic, par exemple. Tu penses qu'il peut se faire une place, justement, lui, l'éternel espoir de ce tennis mondial? C'est compliqué. Raonic, il lui manque. Contrairement à Dimitrov, qui lui a tout techniquement pour réussir, il a toutes les armes, où c'est plus dans la tête, dans l'expérience, où il faut qu'il gagne des matchs, gagne des tournois. Dimitrov, pour être vraiment un cador.
Raonic, il a des faiblesses encore dans son jeu. Il a des faiblesses, surtout si tu regardes son revers, c'était là où il s'est fait détruire. Il s'est fait détruire. Et s'il a pas de première balle, il se fait détruire. Alors, c'est le problème des grands serveurs. On avait Soderling qui a réussi à aller en finale de Roland Garros avec un service et un coup droit. Ça dure qu'un temps. Voilà. Maintenant, si comme l'a dit, nous on veut voir sur la durée avoir un quatuor comme on l'avait avec Roger, Nadal et Murray et Djokovic, il faut des mecs qui soient complets comme Dimitrov. Raonic sera là, comme un Andy Roddick était là, comme un Del Potro pouvait être là. Sur la durée, ce sera plus compliqué, surtout sur une saison où on a des surfaces qui varient. Et du coup, Djoko, il peut aller chercher Federer sur le nombre de victoires en Grand Chelem. Dans 27 ans, c'est un peu tard quand même. J'y crois pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que il gagnera pas, il fera pas le Grand Chelem cette année. Nadal va être encore là pour rafler 2-3 au moins, je pense 2-3 Roland Garros. Pour moi, ça reste une. Enfin. On va pas remettre en cause Rafael Nadal à Roland Garros, on sait que c'est lui le souverain là-bas, mais ça reste une interrogation. L'état de santé de Rafael Nadal, c'est une grosse interrogation. Je sais pas, parce que je pense que même 2-3, ça fait 3 ans, c'est ouais, mais long. tu sais, s'il se prépare juste pour Roland Garros chaque saison, parce qu'il sait que physiquement il peut plus tenir la saison. Il se prépare juste pour les 3 mois, il prépare sa saison pile poil pour la saison de terre battue. Au final, lui, ce qu'il va vouloir, c'est aller chercher les records Roland Garros. Et qui ira chercher 12, 13 Roland Garros? Non, sur personne. Personne. Et je pense qu'il commence à voir, comme tu dis, ça fait quelques années qu'il prépare un peu sa saison comme ça, forcément contraint par les blessures au fur et à mesure. Alors, c'est sûr que s'il peut accrocher à un autre tournoi, il le fera avec plaisir. Mais au départ, c'était par défaut. Là, ça va devenir contrôlé. C'est-à-dire qu'il prévoyait pas les blessures, mais ça tombait, il revenait toujours. De la même façon que Roger va faire la même chose sur Wimbledon et sûrement sur les. Tu vas voir que l'année prochaine, je peux te l'annoncer tout de suite, Roger, sa saison, elle va être axée sur Rio. Hein. Bien entendu, les Jeux. Je veux dire que l'Open d'Australie et tutti quanti, ça va passera être à côté. Est-ce que c'est pas la saison de tennis qui est très très longue, qui commence, on l'a dit là, en janvier, qui se termine en quoi, voilà, novembre, décembre, exactement. Pour ceux qui vont à l'Open. Alors du coup, on peut tirer aucune conclusion de cette Open Australie sur la physionomie de la saison qui nous attend. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Bien sûr, on l'avait vu, Djokovic, il sera toujours là. C'est sûr que c'est le numéro 1 en ce moment, c'est le patron. Il y a rien à dire dans le jeu, il est là. Mentalement, on peut pas. Il y a personne qui peut le contester. La saison est très longue, les revêtements vont encore changer, t'en as qui vont revenir, il y en a qui vont peut-être se blesser. Mais mine de rien, on l'a pas vu si souverain que ça. C'est-à-dire qu'il a eu quand même des baisses. Il l'a même dit, même lui, il a déclaré physiquement. Il est très fatigué, il a dit après la finale. Ouais. Alors, vous avez vu le parcours qui il a pas eu un tableau de. Non, malade, je parle pas de son tableau, mais comment dire, la dimension physique sur un terrain. Djokovic, il arrête pas. Il est à droite, le régime à gauche. Sans gluten. C'est ça, c'est la capsule dans l'œuf. Non, mais contrairement à un Nadal qui s'appuie énormément, mais un Djokovic, comment dire, il couvre énormément de terrain, il couvre énormément de surface sur le terrain. C'est très physique, Djoko, son jeu. Les amis, on va arrêter bien entendu avec le tennis. On va tout de suite aller voir Linden Lutello parce qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match entre l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais. Linden, dis-nous tout. 74e minute, on a Umtiti à terre suite à un débordement dans la surface qui se plaint. Alors on va voir si c'est une blessure grave. Si c'est une blessure grave, ça serait le 3e changement lyonnais. Alors je me demande qui il va le faire rentrer à la place d'Umtiti, parce que Bedimo n'est pas revenu. Sinon, en termes d'occasion, Fekir a eu une grosse occasion. On sent quand même cruellement l'absence de Alexandre Lacazette parce que Yacine Benzia n'a vraiment pas le poids. Il a glissé sur une bonne construction lyonnaise. Il a du mal à finir. Et aussi, je signale aussi l'entrée de Rachid Ghezal à la place de Gourcuff qui se plaignait du bas du dos. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Ça recommence donc, pour l'ami Gourcuff. Yoann Gourcuff, il a senti que son père était éliminé, donc il s'est dit, on va sortir aussi. Et il y avait une très grosse occasion aussi de Fabinho du côté de Monaco qui a transpercé la défense lyonnaise et un bon arrêt d'Anthony Lopez, sachant que quand même Fabinho a frappé du bout du pied. Donc toujours 0-0. Lyon sort un petit peu la tête de l'eau, mais on sent vraiment, on sent que s'il y avait Lacazette, le score aurait été différent parce que Yacine Benzia, c'est pas du tout la même chose. Il prend le relais un petit peu de Valentin. En plus, il avait commencé bien l'action et tout, etc. Super 0-0 et tout. Là, on sent que ça baisse. Même 0-0, il arrive. Moi, je vote pour que le dimanche soir, on mette pas Canal+, mais Canal+ Sport, parce que le Barça est en train de gagner 3-2 à Villarreal et le match, pour le moment, on le voit pas. Non, ça c'est vrai, tout à fait. Et une petite qui s'est relevée, donc je l'ai senti, la grosse comédie. Pour moi, c'est un comédien, donc voilà, il s'est relevé. Il a pris un petit coup quand même. Il a pris un petit coup, mais il est beaucoup de la. Elle est belle. Elle est belle. Un Oscar, un César pour Umtiti. Il a pris après, voilà. Ouais, juste après, il s'est quand même fait un peu marcher dessus. C'est ce qu'on a vu. J'espère que ça sera revu à la vidéo et qu'il prendra une sanction, même si en France, ça arrive très peu. Pas de supporterisme. On dirait au LTV, tu sais. Exactement. On a compris. Les amis,
On va tout de suite switcher. Merci beaucoup Linden pour ce point score. Tu reviens vers nous bien entendu pour ce dernier quart d'heure qu'on va suivre bien sûr d'un œil. Je voulais vous faire écouter une petite musique. Vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. And who you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, Bon, est-ce que vous avez trouvé les amis? De quoi s'agit-il déjà ce morceau? De Katy Perry. Et Katy Perry qui sera en concert ce soir en direct dans le monde entier pour ce que l'on appelle le Super Bowl 2015. Alors les amis, je vais juste poser un petit peu les jalons de cette finale et je vais vous inviter bien sûr à réagir. Les Seahawks de Seattle bien sûr contre les New England Patriots, 49e finale du championnat de foot US. Le prix d'un spot de pub ce soir, c'est 4 millions d'euros les 30 secondes. Je sais pas si vous avez envie de vous faire un petit peu de pub pour IDFM Sport, mais ça va nous coûter cher. Disons d'un côté que Seattle peut réaliser le premier back-to-back. C'est 2 titres d'affilée, ça serait le premier back-to-back depuis 10 ans. Et d'un autre côté, New England, avec son quarterback Tom Brady, peuvent remporter leur 4e titre national. Ce serait historique. Forcément, ce match sera historique. Mon cher Flo, on a posé les jalons. À vous de réagir, cher expert. Alors déjà, avant d'irriter nos auditeurs spécialistes de foot US, on ne dit pas que c'est une finale. Le Super Bowl reste le Super Bowl. C'est un Super Bowl, tout à fait. J'ai vu sur Twitter beaucoup de gens être très très en colère face à Stade 2 qui appelait la finale du Super Bowl. Alors ils se sont déchaînés parce que voilà. Donc appelons le Super Bowl, ce n'est pas une finale. Donc voilà, déjà, alors après tu parlais de back-to-back et c'est vrai que la dernière équipe qui a fait le back-to-back, c'est justement les Patriots. Donc c'est ça qui fait la magie de ce Super Bowl, c'est qu'il y en a une des 2 équipes, donc les Seahawks qui veulent faire ce back-to-back et en face les autres ne veulent pas puisque ils veulent garder ce prestige. Donc ça va être assez chaud. Moi j'ai une question Florian, est-ce qu'on a le droit de pas aimer le Super Bowl et de pas regarder le Super Bowl? Bah oui, je pense qu'on a le droit, bien sûr qu'on a le droit. On a tous les droits, on a le droit de pas aimer. C'est parce qu'il travaille demain. Il veut pas avoir de problème. Non, c'est pas ça. C'est que moi, en fait, chaque année pour moi, c'est, je vais pas dire le même cirque, mais c'est tout le temps la même chose. On nous parle. Regarde, Manu, t'as ouvert l'antenne en disant le Super Bowl, c'est 4 millions de dollars la seconde de publicité. Pour moi, c'est comme ça le Super Bowl vu de France et moi en tant que vu d'Europe, c'est ça. C'est que des chiffres, des publicités, ceci, cela, j'accroche pas. Alors bon, tu sais, j'accroche pas. En France, on a un problème aussi, c'est qu'on n'a pas cette mentalité, c'est pas dans nos mœurs. Mais aux États-Unis, je vais encore parler avec des chiffres malheureusement, mais tu sais, c'est un Américain sur 3 devant sa télé et c'est, je crois, quasiment. Ouais, bien sûr, dans la culture américaine, c'est très fort. T'as quasiment en 35 à 40% d'arrêt maladie le lendemain du Super Bowl. Donc bon, il y en a. Et puis tu prends pareil, t'as au moins un tiers de la population qui a posé son lendemain de Super Bowl pour pas aller au travail. Alors c'est une institution. T'avais, je crois que c'était 250 piscines olympiques de bière qui vont être déversées par exemple. C'est des chiffres un petit peu farfelus, tu vois. Mais c'est pour te montrer l'ampleur de l'événement. Non, ça, l'ampleur de l'événement, je le comprends. Tu peux regarder ça pour l'événement, mais pas forcément pour le sport. Tu vois, c'est ce qui est beau dans cette discipline, dans ce show, de ce qu'ils arrivent à faire, c'est que tu peux le regarder en étant totalement novice du football américain. C'est-à-dire que tu peux regarder ça pour la beauté de tout l'apparat qu'il y a autour. Mais moi, c'est ça le truc en fait qui me gêne, c'est que dans ce sport-là, enfin c'est dans le sport US en règle générale, il y en a trop autour. Il y en a beaucoup trop autour. C'est une culture, tu sais, c'est une culture. Et moi, je vais te dire, j'étais très fan de NBA jusqu'au jour où je me suis rendu à Los Angeles et j'ai vu un match de NBA. C'est surfait. Honnêtement, c'est surfait. Au début, il y a l'hymne national, tout le monde est dans le stade, tout le monde est dans l'enceinte. Au bout de 5 minutes de jeu, tout le monde part. Non, mais est-ce que tu peux faire un parallèle entre les NBA et dans la culture, tout le monde part, tout le monde va au McDo d'à côté, au resto d'à côté, derrière. Et dans le Money Time, tout le monde revient. Sur l'écran géant, il y a écrit voilà, c'est la minute où vous devez danser, la caméra va vous filmer. Tu vois tout le monde en train de danser, tout le monde agite son maillot, et on passe à la télé. Et quand je voyais ça pendant. Moi, quand je voyais ça, de France pendant des années, je m'attendais à un truc de dingue. Et une fois, je me suis rendu là-bas, j'ai trouvé ça nul.
J'ai trouvé ça, et je suis parti voir un match des Lakers, je suis pas parti voir. Non, bien sûr, une petite franchise comme ça du quartier là. C'est Los Angeles, au calme. C'était pour le placer. Je vais pas en Espagne avec Linden. Les amis, on a tout de suite avec nous Driss Mokhtari. Alors Driss, il joue pour les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Il est également sélectionné en équipe nationale du Maroc en foot US. Driss, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être sur IDFM Sport 98 FM. On en parle souvent des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, mais c'est vrai qu'on n'avait pas invité un joueur jusqu'à présent. Bonsoir Driss. Bonsoir. Alors un petit peu, on a essayé de poser un petit peu les jalons justement de cette finale qui, quoi qu'il arrive, sera historique. On l'a rappelé notamment avec Flo ici présent. Déjà toi, est-ce que tu as une préférence entre les deux équipes ? Franchement, je sais pas. Si c'est pour la beauté du show, ce serait plus les Patriots parce que c'est une équipe hyper offensive. Et après, vraiment parce que c'est une équipe qui est vraiment très solide, les Seahawks de Seattle. Parce que ça fait vraiment mal, quoi. Quand il y a des mecs comme Lynch qui s'énervent au bout de la moitié du match pour dire c'est bon, on va gagner, c'est toujours impressionnant, quoi. Alors Driss, j'ai vu qu'il y a un garçon là, le cornerback du côté de Seattle, Richard Sherman, il a un petit peu allumé la mèche là dans la presse cette semaine. Il a dit qu'il y avait un conflit d'intérêts notamment entre Robert Kraft, le patron des Patriots, et Roger Goodell, je crois, le patron de la NFL. C'est ça aussi l'ambiance foot US, l'ambiance NFL juste avant un Super Bowl. On fait monter un petit peu la sauce. Oui, bah ça c'est comme dans n'importe quel match, je pense à attention, quoi. Il essaie de trouver le moindre détail qui peut rentrer dans la tête de l'adversaire. Bon, il y a eu le Deflategate juste avant, la semaine d'avant, sur des histoires de ballons dégonflés. On a tenté de faire croire que c'était les Patriots qui étaient méchants en dégonflant des ballons. Finalement, ça s'avère que c'est pas eux. Bon, enfin, franchement, c'est des détails. Au-delà de ça, c'est des petites phrases qui sont lancées un peu comme on pourrait voir avec Zlatan qui fait des efforts de communication, quoi. Mais au-delà de ça, ça reste du sport, ça va jouer sur le terrain, il n'y a pas de tout ça. Alors l'an dernier, Driss, on avait la meilleure attaque face à la meilleure défense. Cette année, le Super Bowl, mine de rien, il semble avoir peut-être un peu plus de gueule que l'an dernier. C'est un peu étrange, non ? T'as pas une raison particulière, toi, à donner ? J'aurais pas dit qu'il y avait plus de gueule que l'an dernier. L'an dernier, c'est juste que le match en lui-même était nul parce qu'il était plié au bout de 5 minutes, parce qu'une équipe n'a pas su être à la hauteur de l'événement. Là, on sait pas, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que les Patriots sont un peu plus chauds que les Broncos l'année dernière. Et puis les Seattle Seahawks, on s'attendait peut-être pas à les retrouver encore une fois en finale. Et puis ça s'avérait pour la saison, c'était l'équipe la plus solide peut-être. Je sais pas si ça va être une meilleure finale que l'année dernière, mais en tout cas, ça va être une très très bonne finale parmi les meilleures. Alors justement, l'année dernière, on avait Peyton Manning qui a raté totalement son match. Il est passé à côté. Cette année, Tom Brady, est-ce que tu penses qu'il peut aussi passer à côté de son match à cause de la pression et à cause de la pression que va mettre les Seahawks sur les Patriots ? Bon, déjà l'année dernière, c'est pas tout à fait à cause de Peyton que c'est tombé à l'eau. C'est surtout sa ligne offensive en fait qui l'a complètement lâché. Le mec s'est fait massacrer toute la partie, donc forcément il pouvait rien lancer. Mais bon, après ça c'est un détail, mais bon, c'est vrai qu'il aurait pu être peut-être un peu plus psychologue avec ses joueurs. Et par contre Brady, c'est vraiment impossible que le mec y rate, quoi. Il est là depuis trop longtemps, c'est sa façon d'être vraiment une tête sans froid. Enfin, ça me paraîtrait vraiment bizarre que le mec rate maintenant, quoi. Il en a déjà vécu des finales du Super Bowl, il a déjà gagné. Franchement, ça devrait passer pour lui. Et alors justement, l'année dernière, on l'a dit, là, c'est les Seahawks peuvent faire le back-to-back, c'est les Patriots qui ont fait le dernier back-to-back. Ouais. C'est justement cet élément-là qui va peut-être faire que la finale elle va avoir un goût particulier parce qu'il y en a aucune des deux qui va vouloir lâcher le truc. Ah oui, non, c'est clair. Il y a tellement de millions en jeu aussi, hein, il y a du pognon, donc s'ils lâchent, ça sera un peu con. Mais ouais, c'est sûr que les Patriots, eux, veulent peut-être avoir encore un autre titre et ne pas laisser les Seattle Seahawks refaire un deuxième titre d'affilée. Et après, franchement, ça va vraiment jouer sur des détails. Ça, le côté caractère psychologue, ça va rentrer forcément en jeu parce que à ce niveau-là, ils sont tous à leur plus haut niveau, quoi. Donc ça va vraiment jouer à des détails. Bonsoir Driss, Eddie Amari. Pour un non-initié comme moi du foot US et comme je l'ai dit tout à l'heure à l'antenne, je suis pas super fan du Super Bowl. Quels seraient tes arguments pour me convaincre de rester éveillé ce soir et d'avoir les yeux qui piquent demain matin au bureau? Déjà, il y a Katy Perry à la mi-temps. T'auras les yeux qui piqueront encore un peu plus, je crois. Voilà, donc voilà. Après, forcément, si on regarde le match en se disant qu'on n'aime pas, il y a toutes les chances de pas aimer. Moi, quand je regardais du curling, je le regarde avant, je me dis ça va être chiant. Effectivement, c'est chiant. Si on n'est pas dans l'ambiance, ça va pas le faire. Après, si on essaye un peu de s'y faire, de dire c'est vrai que c'est un
sport qui est vachement assuré, mais en même temps, il y a des super actions. Les mecs, c'est des athlètes, ils courent aussi vite que les mecs du 100 mètres avec leur équipement. C'est des masses de muscles, il va y avoir du contact, du choc. On va pas être en train de chipoter, de chialer parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait un petit tacle par derrière. Enfin, voilà, là, je vois à quoi tu fais référence. De quoi ? Je dis, je vois à quoi tu fais référence là. Oui, voilà, non, on est d'accord. Non, c'est une sorte d'arène. Il faut regarder ça comme un spectacle, en fait, comme si on allait au théâtre ou quoi. C'est la même chose. Et forcément, quand on se prend en jeu, il va y avoir toujours le money time comme au NBA, par exemple, j'en disais tout à l'heure. Il va y avoir le money time aussi. Et puis, il va y avoir des rebondissements. Par exemple, quand on regarde les Seahawks Seattle, les mecs, pendant toute une mi-temps, ils étaient à la ramasse. Et à la fin, il y a un des joueurs que ça l'a énervé. Il s'est dit, voilà, je vais gagner le match en moi tout seul. Et il a enfoncé toute une équipe à lui tout seul. Et à la fin, ça crée vraiment des émotions, même pour une personne qui n'est pas habituée à voir ce genre de sport. Après, je peux comprendre que c'est un peu long, mais t'es pas obligé de regarder tout le match non plus. Okay, après, tu peux apprécier aussi une bonne partie du match. Et alors justement, pour revenir au match et peut-être à savoir qui aura l'ascendant sur l'autre, la demi-finale des Seahawks face aux Packers, justement la physionomie de la demi-finale, tu penses que ça peut avoir déclenché, bon, même s'ils étaient déjà champions en titre, donc assez soudés, ça peut les avoir encore plus soudés pour aller chercher le back-to-back? Je sais pas, franchement, je sais pas, parce que d'un côté... Ils sont venus de l'enfer quand même, hein, pour aller chercher la finale. Ils ont arraché, quoi. Ils ont mis leur trip sur le terrain, les mecs, ça se voit que il y a eu un sursaut d'orgueil, mais ils étaient au fond du trou. Donc physiquement, ça a usé, je pense. Et puis faut pas oublier non plus que les gars, ils jouent toutes les semaines à une intensité vraiment assez élevée, donc à la fin, ça se ressent. Mais c'est pour ça, on sait très bien qu'il y a des potions magiques en NFL. Bah ouais, de quoi, le Gatorade, le Powerade. On ne cite pas de marque. Non, je rigole. Ouais, non, c'est pour ça que j'en ai cité 2. Tu connais bien les codes. Voilà, exactement. Non, et après, bon, je sais pas, tu regardes par exemple les Patriots, eux, ils ont fait quoi ? Ils ont fait un match vraiment facile, quoi. Ils ont pu faire tourner comme ils voulaient. Physiquement, ils sont en forme, mentalement, voilà. Alors que les Seahawks, ils peuvent se dire, les Packers, c'était chaud. Et là, on va affronter une équipe qui est du même niveau, voire meilleure. Est-ce que ça va pas être chaud pour nous, quoi ? Donc, je sais pas si vraiment ça leur a donné une confiance. Je pense qu'ils sont pas dans le meilleur état d'esprit, moi. Parce que Sherman était blessé au dernier match. Ça va être chaud pour eux. Je pense que les Patriots sont vraiment sur une dynamique. Toute la saison, ils ont prouvé que c'était les meilleurs. Driss, on va profiter quand même du Super Bowl pour parler des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Je crois que la saison va commencer juste après le Super Bowl pour vous, non ? Oui, la saison commence au mois de février. Où est-ce que nos auditeurs peuvent venir vous encourager et comment ça se passe ? C'est au stade des Cougars, Léo Lagrange, donc Saint-Ouen-l'Aumône. Donc toutes les rencontres, elles sont marquées en fait dans le calendrier sur le site internet Les Cougars 95. Il y a le Facebook aussi où on peut s'abonner à la page où toutes les rencontres donc elles sont diffusées avec juste les messages pour dire les scores. Et puis cette année il y a aussi une web TV qui est en train de se mettre en place. Super. Donc voilà, donc sur internet on pourra les suivre. Donc il faudra suivre tout ça sur le site internet. Et nous on relayera également aussi à la mi-temps ou pas? De quoi? Il y aura Katy Perry. On n'a pas les moyens. Il y aura Catherine Perry à la mi-temps. Voilà, exactement. On a notre propre femme Carl. Et en plus, mon cher Driss, on aura, j'espère, l'occasion de t'accueillir dans ce studio parce que tu vas disputer une Coupe du Monde avec le Maroc, notamment, à la fin de. Non. Non, pour l'instant. Alors, justement, je vais te poser la question, maintenant qu'on est sur l'antenne. Où ça en est, les finances, là, avec la fédération pour aller aux États-Unis? Toujours pas. Ça en est qu'on l'a dans le baba. Pour l'instant, ouais. C'est mort. Ouais, non, c'est sûr. Mort parce que, c'est certain. On a essayé de négocier avec la fédération internationale, l'IFAF. Donc, il y a notre président qui s'est rendu là-bas à Dallas. Ouais. Il y avait une rencontre, en fait, USA contre IFAF. Un match de gala. Et donc, il s'est rendu là-bas pour essayer de négocier, sauf que, ça n'a rien donné, quoi. D'accord. Donc, il y a d'un côté, on a voulu donner une place à un pays africain, mais de l'autre, il faut qu'il ait quand même de l'argent, quoi. Donc, donc on peut le rappeler, c'était à hauteur de un peu plus de 30 000 euros qui manquait à la fédération pour se déplacer en juillet. $40,000 ils demandaient, tout simplement parce que ça se faisait aux États-Unis, en fait. Donc, les Américains ont compris que si ça se faisait pas en Suède, il n'y avait pas d'autre endroit pour faire la Coupe du Monde, donc ils ont demandé le prix qu'ils voulaient. Donc voilà, ça fait que l'Allemagne aussi et l'Autriche, qui étaient pourtant finalistes du dernier Euro, ont abandonné l'idée d'y aller aussi. Donc ça va être une Coupe du Monde un peu low cost, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, Driss, on te remercie pour ton intervention. Ça, c'est moi qui le dis normalement, en fait. Je vois que tu étais occupé. Alors, non, je regardais parce qu'on avait différentes choses. Non, je rigole, mon cher Flo, bien entendu.
Vas-y, je te laisse le faire en fait. Ouais, merci d'être. C'était pour la blague. On était un peu perturbé. Non, merci de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé les non-initiés. Moi, tu m'as donné envie en tout cas pour ce soir. Et puis, c'est cool. J'espère que t'as donné envie à ma copine qui m'écoute aussi, parce que sinon, j'ai pas le droit à la télé. On souhaite à tout le monde un bon Super Bowl. Il faut la mettre devant. T'as raison, Driss. Merci à toi, mon cher Driss. En tout cas, tu reviens avec tous les Cougars, bien sûr, de Saint-Ouen-l'Aumône. On essaiera de vous faire une émission spéciale. Il y aura pas de place, mais on vous trouvera de la place quand même. On construira une petite pièce à côté, bien sûr. Merci, Driss, et bon Super Bowl. Merci beaucoup, à vous aussi. Bonne soirée, salut à toi. Voilà, c'était très intéressant, 22h53 sur IDFM Sport. Alors là, les amis, on est dans un calcul terrible. On va déjà aller du côté du stade Louis II. Allons du côté du stade Louis II retrouver monsieur Linden Lutello. On en est où, Linden? Alors, c'est les arrêts de jeu. Lyon est en souffrance. L'homme du match, c'est Anthony Lopez, malheureusement, qui nous a fait un arrêt extraordinaire sur un corner de Carrasco qui allait être repris par Wallace. Donc, l'homme du match, Anthony Lopez. Sur cette fin de match, Lyon est en train de souffrir. Cornet, le frère d'Alizé Cornet, a remplacé Bendia qui a été très mauvais bon joueur, en deuxième. Très bon joueur qui a remplacé Bendia qui a été inexistant en deuxième mi-temps. Et Monaco pousse. Le point du nul serait une très bonne chose pour l'Olympique lyonnais. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Linden. On va se retourner tout de suite vers toi, mon cher Eddy. On a eu des messages sur idfm98.fr. Oui, avec Aurélien qui confirmait. Tiens, Aurélien, il confirmait ma théorie sur la NBA et la télévision. Il nous explique qu'en France, c'est pareil. Sur le parquet, personne dans les tribunes pendant les trois premiers cartons et tout le monde arrive au quatrième. C'est ce que je disais, hein, la NBA, le basket, une fois qu'on regarde ça à la télévision, c'est sympa, c'est bien réalisé, mais une fois qu'on est dans le stade, on voit à l'envers du décor et ça enlève ce goût-là, je trouve, le bon goût. Merci beaucoup, mon cher Eddy. On va tout de suite passer à la chronique Twitter de Linden Lutello et juste après, les amis, on essaiera de retrouver Mansour Loum très rapidement pour bien sûr essayer de débriefer un petit peu l'élimination de l'Algérie et la qualification de la Côte d'Ivoire de l'Army Hervé Renard. Tout de suite, Linden Lutello. Quand les sportifs imitent le plus grand des twittos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Linden Lutello. Oh! Twitter, je voulais faire sur du Disney. J'avais prévu. Linden, j'ai pas de micro, c'est bon, voilà, on m'entend. J'avais prévu la chronique la plus longue, mais elle va être très rapide. La photo de la semaine, savez-vous, c'est laquelle? Non, une photo de Costil qui a posté donc avec une blandette, vous savez, à la Maolida, l'ancienne quand il est marqué. Voilà. Ouais. Parce que Costil est victime de beaucoup de fakes sur Twitter, donc il a dit qu'il avait pas de compte Twitter. Et ben cette photo elle a été détournée et on a eu beaucoup de photos, par exemple, où on a pu voir Costil dire mon cœur est rouge et bleu, donc à l'honneur de Guingamp, fuck la Bretagne, ou encore une petite bandelette, je ne suis pas Giroud, ou encore on l'a vu aussi avec une photo. Une défense pour Rennes, s'il vous plaît. Donc, une défense pour Rennes, s'il vous plaît, elle est bonne. Elle est bonne. Donc tous les détournements sont à voir sur Twitter. La semaine dernière, nous étions encore à la recherche de l'identité du footballeur masqué. D'ailleurs, Eddy, tu veux toujours pas me prêter le livre, t'as peut-être peur que je te le rende pas. Et t'avais suspecté Daniel Riolo d'avoir écrit ce livre. Et ben, oui. Philou Sport a répondu et a dit faudrait changer le titre de footballeur masqué. Il devrait s'appeler Je suis journaliste qui filme off pour me faire du fric. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on suspecte Riolo. Cette semaine, c'était aussi la CAN et les supporters maliens étaient bien présents, même s'ils étaient éliminés. Et Mansour Loum, qu'on va peut-être avoir au téléphone, disait étonné par la masse de supporters maliens en Guinée équatoriale quand même. Il y en a qui ont fait sauter leur PEL. Je savais pas qu'il y avait autant de PEL au Mali, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Mali, on sait que Seydou Keita a raté son penalty qui aurait pu qualifier son équipe. Et Eddie Fleck qui nous dit sur Twitter, Eddie Fleck qu'on a reçu il y a quelques temps, qui nous disait Keita gagne des millions par an. Il se dit pas, je vais marquer ce péno pour aider un jeune arabe à avoir son pari juste. Franchement, il a déconné. Je vais sauter la Coupe d'Afrique. On a le hashtag de la semaine. Je suis tunisien. Après l'élimination donc de la Tunisie face à la Guinée équatoriale. Et on a Karim936 qui nous dit j'attends une réaction de François Hollande pour ce qui s'est passé. Hashtag je suis tunisien. Elle était pas mal. Je vais en passer une. On va parler de une dernière. Alors c'était Clinton NG qui a beaucoup de fans au Cameroun. Et chaque fois qu'il touche le ballon, il est assez applaudi. Et Eddie Fleck qui nous a dit les meufs qui crient quand NG touche la balle, NG c'est le One Direction noir tout simplement. Voilà. ça c'est bon. Tout pour la chronique Twitter. Merci beaucoup mon cher Linden Lutello. On va tout de suite switcher avec l'ami Mansour Loum. 0-0, tu nous confirmes entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco du côté lyonnais et l'AS Monaco du côté du stade Louis II. Nous on va partir tout de suite vers la Coupe d'Afrique des Nations avec Mansour Loum, notre spécialiste bien sûr du site Afrique Foot. Bonsoir Mansour, excusez-moi, on n'a que 2 minutes à vous donner. Bien sûr, on vous donnera beaucoup plus de temps la semaine prochaine peut-être pour débriefer cette Coupe d'Afrique des Nations. Mansour, comment vous l'expliquez cette élimination d'Algérie déjà? Ça s'est joué à l'expérience aussi, mine de rien.
Parce qu'il y a pas mal de joueurs algériens qui sont jeunes, et puis la Côte d'Ivoire, elle est toujours dans le dernier carré ces dernières éditions, et puis en phase à élimination directe, elle est ultra réaliste quand même. Votre favori là pour justement dans le dernier carré, on a cité les équipes tout à l'heure. Vous voyez qui au final, parce que vous nous avez annoncé le Sénégal, je crois. Non. Il y a 2 semaines. Hein si on a les bandes, on s'en rappelle. Mansour, On s'en rappelle, les Mansour. bandes. On les ressortira la semaine prochaine. Attention. Non, là franchement, vu comment c'est parti, je pense que ça va vraiment se jouer à l'expérience, et je pense qu'on aura droit à une finale Ghana-Côte d'Ivoire. Ghana-Côte d'Ivoire. C'est Flo qui avait annoncé. En espérant qu'ils n'arrivent pas à la même chose au Ghanéens que ce qui est arrivé aux Tunisiens. C'est clair. Et après Ghana-Côte d'Ivoire, et faut que le meilleur gagne. Hein. Peut-être que justement la Côte d'Ivoire, cette année, on les attend vraiment pas, ils vont aller au bout, qui sait. Exactement. Mansour, je suis vraiment désolé, on vous a pas pris très longtemps. Je vous promets que si vous êtes disponible la semaine prochaine, on fait un point complet sur la Coupe d'Afrique des Nations, et on vous fera un énorme coup de pub également, parce que vous nous emmenez des superbes informations, notamment sur Twitter. J'invite tous nos auditeurs à vous suivre, parce que vous êtes pour moi le plus grand spécialiste du foot africain sur Twitter en France. Non, vraiment, je le dis sincèrement, et je suis pas le seul à le dire. Merci beaucoup Mansour, je vous dis à la semaine prochaine. Ok, ça marche. Merci Bonne beaucoup soirée Mansour. à vous, Mansour. À très vite et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission IDFM Sport. Elle a été plutôt sport justement cette émission. Aujourd'hui, on va se quitter avec un dernier message qui a été posté sur le compte de IDFM 98FM. C'est Dominique. Et Dominique, c'est quelqu'un de très très important parmi les auditeurs de IDFM. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est celui qui, en tout cas, donne le plus de messages, et il dit: vous êtes les meilleurs, les gars. Donc merci, mon cher Dominique. C'est le pape. C'est le pape, tout comme Romano, des auditeurs qui nous suivent. Merci à tous, bien sûr, d'avoir été avec nous. On va refermer, mon Linden. Je voulais juste dire, certes, il y a eu 0-0 comme Valentin, mais c'était un meilleur match que ce que Valentin commente. Carton rouge pour notre ami Valentin. Bonne soirée à tous, bonne semaine à tous. Surtout, Ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous 3, les gars. Merci à toi, vous. Manu. Merci Manu. Merci Manu.